Parce que les expériences de vie, tu les construis pas sur Internet. Mais surtout les jeunes, ils ont de moins en moins confiance en eux. Ils se comparent énormément. Ils ont peu d'expérience de vie. Il y a deux catégories pour moi sur Internet ou même dans la vie de manière générale. T'as les consommateurs, les producteurs. Si tu passes plus de 80% de ton temps à consommer, c'est pas bon. Mine de rien, c'est plus facile de t'entourer de gens qui vont avoir des conséquences négatives sur ton avenir que de s'entourer de gens qui sont positifs. Moi, ça me gave aussi. Tu vois, les networking, j'aime. Franchement, ça me fait Moi, ça m'emmerde de me déplacer à ces events-là. Les gens, généralement, ils sont bienveillants, ils ont envie d'aider. Tu vois, moi, j'ai des gens qui viennent me voir en DM pour me demander de l'argent. La seule source de malheur pour moi, c'est de ne pas respecter mes propres engagements. Eh bien, nouvelle vidéo les amis, bonjour à tous, ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. On se retrouve pour un nouveau podcast avec Jo, vous le connaissez maintenant, habitué de la chaîne. Et oui. De toute façon, à chaque fois qu'on fait des podcasts, je crois qu'on prend l'apéro maintenant. Étant donné qu'on fait... Bon, pas tout le temps, c'est vrai, mais là, on va dire que c'est le deuxième de suite où on s'est dit, on prend l'apéro, on a des choses à se dire. Généralement, quand on a des choses à se dire, qu'on doit régler certaines choses, on allume la caméra et puis on sert un petit verre. Mais évidemment, je veux dire... C'est à titre exceptionnel et c'est pour être moins violent dans nos propos. Moins violent ou plus violent aussi. Ou plus violent. Voilà, écoutez, asseyez-vous les amis et puis c'est parti. Ça va mon Jo ? Peut-être qu'ils étaient déjà assis. Ou peut-être, voilà. Installez-vous confortablement. Bon, aujourd'hui Jo, faut qu'on parle de plusieurs points apparemment. Tu m'as demandé de m'asseoir, tu m'as dit Alès, il faut que j'allume les caméras ce soir, j'ai des choses très importantes à te dire. Je dis, il n'y a pas de souci mon Jo, je vais chercher un cigare en bas et je t'écoute. Écoute, j'en ai gros sur la patate. Non. C'est vrai que un truc que j'ai remarqué dans le lifestyle depuis que j'ai fait ce changement assez important dans ma vie, etc., en fait, c'est la notion de solitude. On vit en communauté. C'est un peu ça, ouais. On est presque comme des socialistes, si tu veux. On vit en communauté, tu vois, on crée des environnements propices à l'entrepreneuriat, propices à la réussite financière. Ah putain. En réalité, je pense que... moi, je me souvenais avant, en tout cas dans mon quotidien, il y avait des moments où je me sentais seul, immanquablement, où je passais beaucoup de temps devant mon ordinateur, à regarder soit mon ordinateur, soit mon tel, à regarder des vidéos sur YouTube, etc., à m'inspirer finalement de la façon dont je pouvais, et à passer beaucoup de temps à consommer du contenu immanquablement, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, et je lance ça, comme un pavé dans la mare, je pense que les gens se sentent plus seuls. Bizarrement, à un âge où on peut être en contact avec n'importe qui, à un âge où on a la capacité finalement de casser la distance entre deux personnes. Donc on peut être à 10 000 km et puis pouvoir toujours rentrer en contact, discuter ensemble, avoir FaceTime, etc. Mais j'ai l'impression que les gens, et surtout depuis le C19, pour éviter de se faire censurer, je pense que les gens se sont davantage isolés, passent plus de temps tout seuls, se réunissent moins, et immanquablement c'est un problème. C'est un vrai problème, à mon avis, que les gens se sentent seuls. Mais à ton avis, pourquoi ils se sentent seuls, ces gens-là ? Parce qu'ils ne vont pas nécessairement chercher le contact social, tu vois. Ils vont pas nécessairement le chercher, ou bien le fait de regarder du contenu, de passer du temps sur les réseaux sociaux, etc., ça donne un semblant de vie sociale, parce que tu vois les gens vivre leur vie, tu vois. Ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai que je trouve que ce soit avec l'arrivée de ce qui s'est passé en 2020, ce qu'on connaît tous, et les réseaux sociaux de manière générale, je trouve qu'on se désociabilise beaucoup plus. Regarde, ce qui est affolant, c'est que ne serait-ce que pour dater, tu vois, tu veux dater une nana, tu dates une nana, tu vas plus, ou avant, enfin je veux dire, avant t'allais dans un bar, c'était dans les lieux sociaux où il y avait de l'interaction, etc. T'allais vers les gens, ce serait pour créer des amitiés, des relations, ou même pour potentiellement rencontrer l'amour. Là maintenant tout se passe sur internet, sur les réseaux, et c'est terrible parce que ça crée un cercle vicieux. Dans le sens où les gens, on le voit, les jeunes, surtout les jeunes, ils ont de moins en moins confiance en eux, ils se comparent énormément, ils ont peu d'expérience de vie. Parce que les expériences de vie, tu les construis pas sur internet, à scroller les réseaux sociaux. Les expériences, tu les crées dans le concret, tu vois, en dehors de chez toi.
Tu vois, je me rappelle quand j'avais 12-13 ans, je prenais mon vélo le matin, j'allais me promener, j'allais sonner chez mes voisins, je leur demandais s'ils étaient libres, on sortait, on allait faire des cache-cache, on bougeait, on allait, tu vois, enfin, on faisait des trucs, quoi, mais dehors. Maintenant, soit les jeunes jouent aux jeux vidéo, soit ils sont là à s'abrutir sur les réseaux. C'est terrible. Je pense que ça va avoir des conséquences à long terme terribles, mais si tu veux, en fait, il faut avoir conscience de ça et puis essayer de, je sais pas, de peut-être changer certaines mauvaises habitudes qu'on peut prendre à tous les niveaux, tu vois, que ce soit toi ou moi, on a tous un niveau de dépendance plus ou moins aux réseaux sociaux, je pense. C'est clair, on a tous un niveau plus ou moins grand de dépendance aux réseaux sociaux. Mais tu vois, c'est un peu paradoxal venant de nous aussi, parce qu'on travaille sur nos ordinateurs, tu vois, on travaille sur Internet. Globalement, en fait, on se concentre sur des leviers qui nous permettent de travailler depuis partout dans le monde, de gérer la société de partout dans le monde et de produire du contenu aussi. Donc, en quelque sorte, on est un peu les créateurs et on contribue, en tout cas, à ce que ça arrive. Alors oui, voilà, si tu te positionnes d'un point de vue producteur, tu sais, il y a deux catégories pour moi, hein, sur Internet ou même dans la vie de manière générale, tu as les consommateurs, les producteurs. Si tu passes plus de 80% de ton temps à consommer, c'est pas bon. L'idée, je pense que, notamment sur Internet, si tu es du côté des producteurs, donc tu produis du contenu, tu crées de la valeur, non seulement ça peut être un levier d'évolution de carrière et même financièrement, tu peux avoir un changement incroyable dans ta vie, parce que tu as la possibilité avec Internet de toucher énormément de monde, et ça, c'est révolutionnaire. Mais si tu passes beaucoup plus de temps à consommer, c'est terrible. Nous, effectivement, on a choisi cette voie où on produit, où on a créé un business sur Internet, mais il n'en demeure pas moins qu'on a quand même, je pense, moi-même le premier, tu vois, des moments dans nos journées où on est en mode consommation passive, tu vois, sur des conneries. Il faut prendre conscience de ça et essayer de réduire drastiquement. C'est pas facile, en vrai, c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, en vrai. Après, tu vois, l'iPhone, tu peux te mettre des limites. Ça fonctionne aussi. Tu vois. Après, les limites... tu peux les faire sauter, mais... Les limites, tu peux les faire sauter, etc. Ouais. Puis bon, il y a aussi ce truc où ces applications ont été faites pour capter ton attention. Ouais. On est dans une économie d'attention. La réalité, c'est que Instagram, TikTok, que ce soit même Facebook, toutes les autres applications, les réseaux sociaux, sont faits pour capter ton attention, sont faits pour te proposer le meilleur contenu possible selon tes goûts, selon tes préférences, selon ce que tu as regardé déjà avant. Et donc, tu reçois du contenu sur mesure qui te plaît, que tu as envie de regarder. Et donc finalement, parfois, et je vais te dire sincèrement, moi je préfère parfois regarder un bon podcast de deux personnes qui sont intéressantes. On va prendre un exemple, un podcast entre Joe Rogan et Elon Musk par exemple. Je vais préférer regarder ça plutôt qu'avoir une conversation avec quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, que je connais pour autant, mais que je sais que la conversation va pas être nécessairement très enrichissante, très constructive. Et je préfère passer mon heure à regarder ce podcast-là parce que ce que je vais apprendre à travers cette conversation et les points soulevés par ces deux personnes sont en dehors de mon prisme. Et donc, je peux en apprendre. Ouais, je suis d'accord. Non, mais moi, ce que je trouve formidable avec Internet, c'est qu'on a accès à des cerveaux incroyables, tu vois. On parlait tout à l'heure de l'interview d'Elon Musk. Tu as la possibilité d'être... C'est comme si tu étais à côté de lui et tu pouvais l'écouter parler. Tu vois, ça, c'est fou de dire tu peux accéder à des cerveaux, à des mecs qui ont un degré d'intelligence incroyable, qui ont un niveau de résultat incroyable dans la matière, et tu peux juste être là, poser et écouter et prendre l'information de ces gens-là. Rien que pour ça, c'est ouf. Rien que pour ça, c'est ouf. Moi aussi, je suis plus de ce côté-là. Je me nourris beaucoup de formats podcast, tout ça, parce que j'aime beaucoup. En fait, c'est comme si j'étais posé dans le salon avec ces gens-là, mais juste je parlais pas, j'observais. Tu vois. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce délire-là. Mais tu vois, je pense aussi qu'être dans la position de spectateur et de ne pas pouvoir, ne serait-ce que poser une question ou de pouvoir intervenir, ça pose aussi problème. Moi, j'ai remarqué parfois, tu vois, je me dis, putain, j'aimerais bien intervenir dans ce sujet-là. Quand je regarde un contenu, surtout un contenu long dans une conversation, je me dis, ah putain, là, j'aurais bien voulu intervenir ou j'aurais bien voulu poser une question pour creuser ce point-là, etc.
mais tu es uniquement consommateur, tu n'as pas la possibilité de le faire sur l'instant T. Là où le fait d'avoir des conversations réelles, dans le monde réel, ce que les gens ont fait jusqu'à maintenant, si tu veux, ça a une plus-value, c'est que vraiment tu peux interagir, et même le fait de discuter avec les gens, ça te permet d'avoir un contact, ou bien du moins d'avoir une meilleure idée de quelle est leur perspective sur la vie, de quelle est leur lecture de la réalité, quelle est leur réalité, et je trouve que c'est aussi enrichissant, malgré que ce soit une personne qui soit peut-être moins intéressante que les personnes que tu peux regarder sur un podcast ou quoi, tu vois. Et on a déjà eu l'exemple, on a déjà discuté avec des gens, notamment à Poitiers, etc., où finalement on savait que c'est pas des gens avec qui on va discuter plus longtemps que cette demi-heure ou 7 heures. Mais par contre, le fait d'avoir une idée de quel est son rapport à la réalité, quel est son rapport à la vie, quelle est sa perspective, finalement, ça te donne des insights tout aussi importants que si tu avais regardé peut-être un podcast entre quelqu'un de très smart, tu vois. Non, c'est vrai que la capacité à interagir, tu vois, c'est supérieur au fait d'observer. Je pense que les deux sont nécessaires, mais il est évident qu'entre rencontrer des gens en physique, les écouter, interagir avec eux, et uniquement être dans une position d'observateur sur une vidéo, c'est beaucoup moins puissant en termes de capacité d'apprentissage, tu vois. Je suis d'accord avec ça, c'est clair. Maintenant, moi, je sais que j'avais été pendant très longtemps bloqué sur une problématique, c'était comment rencontrer des gens qui soit ont les résultats que je souhaite avoir, soit qui inspirent un lifestyle similaire au mien, soit qui questionnent un petit peu le système, le statu quo. Finalement, j'avais pas mal de difficultés à trouver ces gens-là autour de moi. Ce qui fait que immanquablement je me suis renfermé sur moi, ou du coup je suis allé sur YouTube, etc., là où du coup il y a une source infinie de personnes qui pensent de façon différente, font des choses différentes et réfléchissent de façon différente, mais dans la matière, dans mon quotidien, j'avais beaucoup de difficultés à m'entourer de ces gens-là, à multiplier le nombre de conversations avec ces personnes-là, et ça a été un vrai challenge, et je pense que c'est ce qui m'a freiné aussi à avoir des résultats plus tôt, tu vois. C'est ma capacité à m'entourer et à pouvoir discuter avec des gens qui avaient justement cette mentalité-là, tu vois. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi. En fait, pour s'entourer de gens qui ont plus que toi, ou de gens, on va dire des gens qui peuvent être bénéfiques. Parce que mine de rien, c'est plus facile de t'entourer de gens qui vont avoir des conséquences négatives sur ton avenir que de s'entourer de gens qui sont positifs. Ça, c'est une réalité. Mais il faut dire, c'est que si la volonté ne suffit pas, mais si tu as une profonde envie de rencontrer des gens inspirants, de changer d'environnement, d'aller vers des gens qui ont plus de connaissances, de compétences, qui ont la vie que tu veux, au bout d'un moment, ça vient à toi. Tu vois, je veux dire, ça vient à toi de comment moi, typiquement, mon premier séminaire business, la première fois que je me suis retrouvé au-delà des moments dans mon adolescence où j'ai pu suivre, par exemple, mon père des fois dans des réunions, machin, mais quand j'ai vraiment pu rencontrer des gens qui faisaient du e-commerce, qui étaient sur le web et tout, j'étais dans le train, je rentrais chez moi et je scrollais Facebook et je tombe sur une publicité d'un séminaire à Paris, tu vois, avec des gens, des e-commerçants, des machins. Et tu vois, on a tous des fois nos opportunités dans la vie, il suffit de les voir, tu vois. Et moi, cette pub de séminaire, elle m'a hooké, j'ai cliqué dessus, j'ai regardé la vidéo, et puis je me suis dit putain, ça coûte 247 € la place. Ah, tu vois, c'est un prix, j'ai jamais mis ce prix-là pour une place. Je dis voilà, je mets cet argent et puis on verra, tu vois. Mais au moins, je fais l'acte, je montre aussi à la vie que je suis prêt à m'engager pour aller vers ce que je veux, tu vois. Et puis au final, là-bas, j'ai rencontré mon premier coach qui m'a ensuite permis de rencontrer d'autres gens, etc. Mais ça a été l'élément déclencheur. Tu vois, mais la réalité, c'est que si j'aurais été dans le train et que j'aurais pas cliqué sur cette putain de pub, il serait probablement rien passé, ou il se serait peut-être passé autre chose. Mais il faut être aligné entre ce que tu veux et aussi avoir la capacité à agir quand tu as l'opportunité devant toi. Tu vois. C'est clair. C'est clair. Après, tu vois, moi j'avais aussi une histoire assez similaire, mais par contre, le résultat était totalement différent. En 2017, moi j'ai toujours habité à Lausanne, c'est là où j'ai grandi. Je suis né à Lausanne et c'est là où j'ai grandi, donc en Suisse. La même ville où Yomi est. Et globalement,
Lui, quand il avait commencé à faire ses vidéos en 2016-2017, moi je suivais déjà ce contenu-là parce que voilà, j'étais intéressé au dropshipping, au e-commerce, c'était le truc sur le YouTube francophone à cette époque-là, enfin même pas, même le YouTube anglophone, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de dropshipping à cette époque-là, et moi je m'y intéressais un peu de près ou de loin, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire mes premiers bouquins, donc Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, enfin globalement tu vois le starter pack du starter pack voilà, du business guys online quoi. Voilà exactement, tu vois le starter pack, par où commencer, bon bah tu lis ces quelques bouquins etc, surtout quand tu sais pas par où commencer, et regarder des vidéos YouTube. Moi je regardais déjà beaucoup de contenu anglophone, Valuetainment, donc Patrick Bet-David pour ceux qui connaissent etc. Et un jour, Yomi avait sorti une vidéo où justement il invitait les gens à venir faire à participer finalement à une conférence à l'UNIL, donc à l'université de Lausanne, où il organisait une conférence totalement gratuite pour le coup. Et finalement, je crois que c'était un dimanche d'ailleurs, un dimanche matin, après-midi, tu vois, entre deux, où il invitait n'importe qui souhaitait venir et puis tout simplement à networker, à pouvoir, tu vois, il avait organisé une conf, il avait fait venir 2-3 personnes dans le milieu du e-commerce qui parlaient de leur retour d'expérience, etc. Et à la fin, il y avait un espace de networking. En fait, moi j'étais super content, j'y suis allé avec ma copine, etc. Mais globalement, j'ai pas discuté avec grand monde. Je suis pas reparti de là-bas avec des contacts, je suis pas reparti. Enfin, voilà, j'ai été inspiré, j'ai acheté la formation à la fin parce que du coup, ils vendaient la formation à la fin à un prix dérisoire, comparé à ce qu'ils vendaient d'habitude sur ces pages de vente, etc. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me mettre dans le e-commerce et puis vraiment dans le business en ligne, à commencer mon premier business. C'était l'élément déclencheur à ce niveau-là, mais par contre j'étais quand même tout seul dans ma chambre à faire mon premier shop, etc. J'avais discuté avec 2-3 personnes, mais j'ai jamais conservé le contact de ces personnes-là, et donc je suis allé à cet event, j'ai été inspiré, j'ai acheté, j'ai continué de mon côté, mais sans pour autant avoir fait de contact. Ouais, je comprends. Moi ça me gave aussi, tu vois, les networking, franchement ça me fait chier, j'aime pas ça. Et tu vois, pourtant, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien discuter avec eux, j'adore ça, j'adore écouter les histoires des gens. Franchement, je suis super client de ça. Mais par contre, aller dans un événement fait pour ça, où tu es là toutes les 5 minutes, tu dois te retourner, tu dois discuter avec de nouvelles personnes et tout, je sais pas, tu vois. Je suis mieux chez moi à bosser devant mon ordi, à faire mes meetings, à avancer sur mes projets, tu vois, à cultiver mon jardin. Mais d'un autre côté, tu vois, j'aime bien quand les rencontres, elles sont imprévues, tu vois. J'aime pas qu'il y ait une sorte d'événement qui soit dédié à la rencontre, tu vois. Je sais pas, je trouve que la beauté de la vie, la beauté on va dire des rencontres, se trouve dans l'imprévu. Tu vois, tu sors un soir, tu rencontres quelqu'un, tu discutes, et puis ça devient soit une relation incroyable ou pas, ou alors tu discutes un moment et puis c'est top. Mais je préfère les rencontres imprévues plutôt que les événements, séminaires business, tu vois. Je sais pas si je suis d'accord là-dessus. Je vais te dire pourquoi. La réalité, c'est quelle est la probabilité que tu croises quelqu'un qui a les mêmes aspirations que toi, qui peut potentiellement te donner des conseils ou qui peut potentiellement avoir une vision des choses qui peut te permettre d'avancer plus rapidement. Quelle est la probabilité que tu croises ces personnes-là dans ton quotidien ? Bien, moins que si tu vas dans un networking, je te l'accorde. Mais tu vois, je pars d'un principe que tu vois, avec Internet aujourd'hui, tu peux accéder à n'importe qui. Si tu taffes suffisamment bien, mais dans ce cadre-là, les gens viennent à toi. Mais dans ce cadre-là, tu crées la rencontre. Si tu vas sur Internet et que tu envoies un DM, que tu organises un dîner ou un repas, etc. avec quelqu'un, tu crées la rencontre. C'est pas le fruit du hasard, c'est pas un événement imprévu. Non, bien sûr. Non, je suis d'accord avec ça. Maintenant, moi, ça m'emmerde de me déplacer à ces events-là. Tu vois, je te le dis. Voilà. Je suis d'accord. Moi, quand j'ai démarré, c'est quand je me suis rendu à séminaire, que j'ai rencontré mon premier coach et que j'ai commencé à bosser avec lui dans le domaine de la vente et tout. Tous les mois, j'allais à des rencontres et tout. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, c'est différent. Tu vois, j'en ai peut-être un peu trop bouffé. Mais c'est sûr que c'est un tremplin incroyable. Tu vois, moi, si mon premier business a explosé, donc mon site à l'époque d'investissement sportif.
de conseiller en investissement sportif, mais c'est parce qu'en fait dans ce mastermind-là, j'ai rencontré quelqu'un qui était le directeur général d'un infopreneur très connu en France, qui avait une grosse liste email. Le fait de rencontrer ce gars-là, qu'on s'apprécie, il a su me gérer un deal, et puis on a fait de l'affiliation ensemble, et puis ça m'a fait péter mon bise. Donc c'est clair. Mais maintenant, je sais pas, c'est différent. Tu vois, peut-être que parce que maintenant, si tu veux, à force de travail, tu sais, avec Internet, quand tu développes, quand tu fais du contenu, etc., bah tu acquiers une image. Cette image te permet d'attirer certaines personnes à toi et donc d'avoir des opportunités de manière un peu plus fluide et simple que quand tu démarres. Parce que quand tu démarres, t'es personne. Et quand tu commences un petit peu à devenir quelqu'un ou une autorité dans ton domaine, tu as accès à des talents plus facilement, tu vois. Après, je pense que et tu vois, j'avais vu un réel, je sais plus, tu vois, ça revient à cette idée, ça revient à notre conversation de départ. Est-ce qu'on peut apprendre des choses, des shorts, etc. Il y avait quelqu'un qui je trouve disait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il avait eu moins de difficultés à rencontrer des milliardaires que des millionnaires. Pourquoi ? Il disait que voilà, il y avait beaucoup de millionnaires qui, pour leur temps, demandaient 1000 balles, 2000 balles, 10 000 balles, 15 000 balles pour certains, tu vois. Ouais. Et qu'ils trouvaient qu'ils étaient assez inaccessibles, tandis que y a beaucoup de milliardaires, il les a contactés, il les a rencontrés. Parce qu'ils n'ont pas besoin de cet argent, ces mecs-là, tu vois. Mais au-delà de la question de est-ce qu'ils ont besoin de cet argent, etc., c'est parfois, quand on est personne, justement, dans le milieu, quand on n'a pas fait beaucoup d'argent dans les affaires, quand on n'a pas de business bien en place, etc. Parfois, et moi c'est que j'ai vraiment ressenti au départ, j'avais un peu peur ou je me sentais que j'avais pas assez de légitimité, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, de me dire je vais demander de l'attention à ce gars-là, je vais essayer de poser des questions à ce gars-là, mais tu vois, j'ai rien à lui offrir, j'ai pas de valeur à lui donner sur l'instant T, donc il n'a pas trop d'intérêt à discuter avec moi. Donc pourquoi est-ce que j'irais discuter avec lui, tu vois ? Et je pense que quand on commence, on a un peu cette idée peut-être erronée, et peut-être qu'il y en a beaucoup qui partagent ça aussi, tu vois, d'avoir cette idée un peu erronée de pas vouloir aller dans le contact par peur de déranger, par peur de ne pas avoir quelque chose à offrir. Ouais, mais c'est de la connerie parce que tu dois, je veux dire, quand t'es personne, quand t'as aucun réseau, quand t'as pas encore de business et que tu veux te construire un réseau, il faut avoir cette capacité à pousser des portes, il faut aller vers les gens même si t'as rien, il faut être cette personne faut être cette personne que tu as envie d'être, tu vois. Il faut se comporter comme la personne que tu souhaites être et cette personne que tu souhaites être, eh bien elle n'hésite pas à aller vers les gens, tu vois. Il faut... moi, il y a rien qui me fait le plus plaisir quand quelqu'un vient me voir, qu'il n'a pas forcément de business ou quoi, mais qu'il a envie, tu vois, qu'il témoigne son envie d'apprendre. Voilà, je te suis depuis X temps, je souhaite me lancer, mais voilà, je te suis, j'aime bien et tout. Quel conseil t'aurais à me donner ? Tu vois, c'est super cool d'avoir affaire à des gens comme ça. Et c'est pas un problème de rien avoir à offrir. Au contraire, si tu arrives avec une démarche bienveillante, où tu es juste en mode vas-y, je suis là, est-ce que tu aurais voilà dans quelle situation je suis, est-ce que tu aurais quelque chose à me partager qui pourrait me permettre de résoudre telle problématique ou quoi. Les gens, généralement, ils sont bienveillants, ils ont envie d'aider. On a envie d'aider. Quand tu as quelqu'un de bienveillant qui vient te voir, et qui te demande juste, tu vois, de partager un conseil ou quoi, c'est la nature humaine, on est content d'aider, de contribuer, tu vois. Donc voilà, je te parle pas d'aller voir, de monopoliser l'attention d'un mec pendant 1 heure, tu vois, et assieds-toi pendant... Non, je te dis juste que si tu fais preuve d'audace au resto ou quoi, et que tu vas voir, tu demandes juste 1 minute, généralement les gens, ils ont aucun problème avec ça, tu vois. Je pense que ça doit pas être un frein, tu vois. L'audace, c'est important de l'avoir au début, même tout le temps, tu vois, d'y aller, quoi. Je suis d'accord. Maintenant, étant donné qu'on est vraiment dans une ère où finalement, imaginons j'habite à Tourcoing, j'habite à Lausanne typiquement, tu vois, j'aimerais rentrer en contact avec quelqu'un qui est dans le web français, qui est dans l'entrepreneuriat francophone, etc. Typiquement, là, si je t'envoie un DM, est-ce que tu vas sincèrement répondre ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend, en réalité ça dépend ta démarche, ça dépend ta question, ça dépend tu vois, moi j'ai des gens qui viennent me voir en DM pour me demander de l'argent, tu vois. Ils disent ouais, t'es investisseur et tout, tu veux pas envoyer 1000 balles, ou en mode, alors ça je l'ai eu plusieurs fois, c'est des mecs qui viennent, ils disent écoute, j'ai pas de sous, mais si tu gagnes vraiment de l'argent avec tes investissements, prête-moi 1000 balles, je les investis et puis avec l'argent, avec les bénéfices, je te rembourse. Mais mec, c'est des fous, tu vois, c'est des oufs.
Mais tu vois, ça fait rigoler et tu prends pas de temps pour ces gens-là. Mais il y a des fois, quand il y a des questions pertinentes, bien sûr que je le fais. Bien sûr. Après, évidemment que si tu DM un mec, tu maximises pas les chances qu'ils te répondent. Mais tu sais qu'il y a plein d'événements en France, en Europe, tu vois, qui se font sur l'entrepreneuriat. Il y en a plein. Tu vois, il faut juste te renseigner. T'as un site, je crois, sur Internet qui te donne accès à des events gratuits où tu peux rencontrer des gens. Tu vois, par exemple, ça peut être un premier pas. Est-ce que c'est ce qui explique pas aussi le succès de certains MLM? Parce que finalement, je pense qu'une des choses, moi j'en ai jamais fait. À titre personnel, on m'en a proposé des centaines de fois, mais j'en ai jamais fait à titre personnel. Mais est-ce que c'est ce qui explique pas finalement le succès du MLM? C'est ce côté communautaire, c'est ce côté, tu vois, rassemblement, où tu rencontres des gens qui ont la même envie que toi, qui ont la même ambition que toi, qui n'ont pas nécessairement les résultats que tu souhaites obtenir, mais qui pour autant, tu vois, sont dans cette démarche d'acquérir ces compétences, d'acquérir ces résultats-là, tu vois. Et c'est pas finalement ce qui explique un peu le côté attractif, tu vois. Non, mais ce qu'il y a d'incroyable dans le marketing relationnel pour moi dans cette industrie, c'est que tu as effectivement cet aspect, le sentiment d'appartenance est très important, tu vois, pour l'être humain, le fait de savoir que tu appartiens à un groupe. Et le MLM t'apporte ça dans la mesure où tu ne peux être personne. En fait, le MLM donne la chance à n'importe qui. Peu importe ta couleur de peau, ton origine, ton ethnie et tout, ça c'est incroyable, c'est que tout le monde a sa chance et c'est la méritocratie en fait, le MLM. Si tu travailles, tu seras récompensé. Mais aussi, ce qui est fou, c'est que pour une personne qui a absolument pas de réseau initial, c'est très facile pour elle et rapidement, elle peut rapidement acquérir du réseau, tu vois, de par les événements, de par justement les groupes sur les réseaux sociaux, etc. Donc tu peux rapidement accéder à un groupe de gens qui sont quand même plus ou moins les gens que tu rencontres, mais développés personnellement, parce que c'est beaucoup ça, hein, l'école du développement personnel passe aussi beaucoup par le MLM, je veux dire, on t'enseigne majoritairement ça, tu vois. Eh bien, ça c'est pour démarrer, moi je trouve que c'est une formidable école pour le développement personnel pour ces raisons-là. Après, il n'y a pas que ça, tu vois. Tu as plein de manières d'accéder à du réseau. Tu vois, par exemple, tu prends un Oussama. Oussama, moi, il y a des années en arrière, tu vois, quand j'étais au lycée, je regardais ses vidéos, tu vois. Quand je montais ma boîte, quand il parlait de l'effet de levier, quand il parlait de gestion financière et tout, tu vois, je regardais ses vidéos. Et il y a 3 jours, je prends un petit déj chez lui, tu vois, avec mon associé. En fait, comment tu peux arriver à adolescent qui veut lancer son business, qui a aucun réseau, qui est dans sa petite province en France, qui connaît personne, à aujourd'hui déjeuner avec ce genre de personnes ou rencontrer d'autres gens inspirants, tu vois. En fait, c'est dans ton comportement et ton attitude. Moi, chaque fois, bien que je n'aime pas aller dans ce genre d'événements de networking, etc., quand je rencontre des gens ou quand je suis dans une pièce avec ces personnes-là, je suis la première personne à aller les voir. Tu vois. Bien qu'il faut me tirer du lit pour aller dans ce genre d'événement. Mais quand je suis face à ces gens-là, j'hésite pas, tu vois. Non pas dans une optique immédiate de tirer un intérêt de ces gens-là, pour en tirer un profit perso, pas du tout. Mais parce que j'adore l'être humain, tu vois, je m'intéresse, j'adore l'histoire des gens, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, écouter les histoires des gens, etc. J'adore ça. Et donc quand je sais que dans la pièce j'ai une personne qui a une histoire, qui a un parcours, qui a une réussite incroyable, forcément je suis attiré naturellement et je vais aller le questionner, tu vois. Et qu'il en résulte ou pas une association de collaboration, un deal ou pas, je m'en tape. Ça c'est la résultante, c'est secondaire. Mais c'est avant tout, tu vois, d'essayer de créer une relation, voir si ça match ou pas, tu vois, parce que j'adore rencontrer les gens. Donc si déjà t'as pas cette démarche naturelle d'aller vers les gens, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Comment est-ce que tu la pratiques ? Bien évidemment, on est toujours là dans une question, oui, le pourquoi. Une réalité, c'est qu'il y a un moment où il faut passer à l'action. Comment est-ce que, si t'es introverti, si t'es un peu timide, si peut-être t'as pas confiance en toi, et la réalité c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir cette audace, développer cette audace ? Alors, je vais te dire, on peut débattre longtemps de l'acquis et de l'inné, tu vois. Il y a des gens pour qui effectivement, qui ont plus ou moins de facilité,
de par leur éducation, leur personnalité, d'aller vers les gens. Ok. Ces gens-là, forcément, s'ils ont des prédispositions, ils vont avoir beaucoup moins de travail à faire. Il y a aussi les gens où c'est de l'acquis, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils travaillent ce genre de choses. Moi, par exemple, j'en suis la preuve. Dans le sens où, toute mon adolescence, tu vois, j'en ai parlé dans un ancien de podcast qu'on a fait, j'avais très peu confiance en moi, très introverti, beaucoup de mal à aller vers les gens. J'ai dû travailler ça. Mais, quand j'ai commencé à m'intéresser au business, j'ai compris que 80% de ta réussite dans le business dépendait de ton réseau, des gens que tu connaissais, de ta capacité à t'entourer des bonnes personnes. Et donc, quand tu comprends que 70-80% de ta réussite dépend en majorité des gens que tu connais, et bien ensuite, la question à te poser, c'est comment faire en sorte de rencontrer un maximum de gens, tu vois, de qualité, avec qui je peux créer des relations et des partenariats qui plus est, tu vois, si ça se passe bien. Et ben ensuite, si t'es pas de nature à aller vers les gens, tu le travailles en fait. Étant donné qu'une des lois fondamentales du succès, c'est ta capacité à t'entourer, tu vois. Vu que c'est 80% des gens avec qui tu t'entoures qui vont faire ta réussite, naturellement, tu vois. Naturellement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu peux tout perdre, ton business peut crever, etc. Si tu as suffisamment de compétences et de réseau, tu pourras repartir. Tu passes un coup de téléphone, tu pourras repartir. Donc, étant donné que le réseau est super important, à toi de faire en sorte, si tu n'as pas de prédisposition, si tu n'as pas forcément de compétences naturelles à aller vers les gens, il faut les travailler. Comment tu les travailles ? Tu prends confiance en toi, tu développes ton art oratoire, ta communication, tu t'instruis, tu développes ton vocabulaire, tu fais des prises de parole en public. Il y a plein d'exercices pour ça. Tu tapes sur Google, tu vois, je veux dire, quand tu veux, tu peux. Comment est-ce qu'on attire l'attention de personnes qui sont déjà dans le business en ligne, en tout cas pour les personnes qui nous regardent, sont déjà dans le business en ligne, ont déjà leur business établi, même pour certains font ça depuis des années, ont acquis de larges audiences. Comment est-ce qu'on peut attirer l'attention de ces gens-là pour même potentiellement bosser avec eux ou bien du moins apprendre un maximum et tirer un maximum d'enseignements de ces personnes-là, tu vois, qui ont eu des gros résultats. On en a rencontré déjà un certain nombre. Comment les rencontrer, comment rentrer en contact avec ces personnes-là, attirer leur attention ? 2 choses, en travaillant plus qu'eux ou en donnant l'illusion que tu travailles plus qu'eux. T'as pas besoin d'être à tous les événements, montrer que t'es là pour attirer l'attention. Fais en sorte que tes résultats parlent pour toi. Typiquement, moi j'ai démarré il y a 5 ans le business en ligne. En 5 ans, je n'ai jamais arrêté de dépenser en publicité. Quand je dis en publicité, c'est en publicité Facebook, YouTube, Google. J'ai jamais arrêté de publicité. Même l'été, quand 90% de la sphère entrepreneuriale web francophone arrêtait de puber, parce que les coûts par lead, l'été explosaient et tout, moi j'ai dit non, je ne m'arrête pas. Omniprésence jusqu'au bout. Bien que j'ai fait beaucoup plus d'ads que d'organique, et il n'y a que maintenant en 2023 qu'on commence à en faire. Mais j'ai jamais arrêté de dépenser en ads. Pourquoi ? Parce que omniprésent, c'est parce que c'était important pour moi, pour mon écosystème, d'aller renouveler, si tu veux, ma base de données de prospects, etc. Et donc le fait de faire ça, en fait, les gens le voient dans ta sphère. Tu vois, mais putain, le mec, il arrête. Si t'arrêtes pas de dépenser, ça veut dire que t'es rentable. C'est vrai, tu vois. Et si le mec il est rentable et qu'il est toujours là à puber au bout de 5 ans, c'est qu'il y a bien quelque chose qu'il a compris, qui fonctionne, et il y a forcément un truc à apprendre de ce gars-là, tu vois. C'est un exemple. Il faut bosser dur. Tu bosses dur. Alors tu prends, et pas forcément de devenir un visage public. Hein. Ça, c'est important. On prend l'exemple d'un Kevin. Kev, il a une agence de développement. Depuis plus de 12 ans, il est entrepreneur. Il a créé des boîtes, il en a revendu. D'autres, il a fait faillite. Enfin, il a un parcours incroyable. Mais aujourd'hui, c'est pas un visage public. Tu vois, il n'y a pas de chaîne YouTube, il fait pas de pub sur les réseaux sociaux. Mais ce gars-là, il signe des deals toujours plus gros, il est contacté, il travaille avec des fonds d'invest, enfin, il a un carnet d'adresses incroyable, pourtant il n'est pas public. Pourquoi ? Parce que le mec a capitalisé suffisamment longtemps sur son expertise, ce qui lui donne le droit d'accéder à des gens d'exception. Le travail, il n'y a pas d'autre chose. Le travail, bien évidemment, le travail c'est essentiel. Maintenant on entend ça partout et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, c'est pas parce que tu travailles dur forcément que tu auras plus de résultats. On parle toujours de ce
cette comparaison entre travailler intelligemment, travailler ardemment. Il faut une combinaison des deux, c'est évident, mais quelqu'un qui travaille très dur dans quelque chose qui n'apporte pas de résultat ne va pas nécessairement attirer l'attention des bonnes personnes. Ouais. Alors, c'est évident, on dit travailler dur, travailler intelligemment. Les deux. Déjà, je pense que quand tu veux te lancer dans le business, il faut comprendre une notion qui est fondamentale. Si tu veux éviter de travailler, tu peux travailler dur dans une direction, mais si tu n'as pas compris cette notion-là, tu n'iras nulle part. Cette notion, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? C'est un minimum d'action qui produit un maximum de résultats. Moi, je mets ça dans la même catégorie que Pareto, tu vois. C'est chercher l'efficience dans ce que tu veux, dans ce que tu fais. Produire un maximum avec un minimum de ressources. Pour moi, c'est ça un entrepreneur. C'est produire un max avec un minimum. Quand tu comprends cette notion d'effet de levier, tu comprends un petit peu tu comprends déjà beaucoup de choses. Tu comprends que le business est un ensemble de choses, tu vois. C'est du marketing, c'est le fait de concevoir un produit, c'est de développer aussi un feeling, comprendre ton marché, comprendre le marché, comprendre ce que veulent les gens, comment satisfaire quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble de choses. La vente aussi. La gestion de l'argent aussi, tu vois. C'est un ensemble de compétences qu'il faut maîtriser, mais pas maîtriser à 100%, tu vois. Juste maîtriser 20-30% de ces notions-là, mais bien les maîtriser, peuvent te suffire pour développer quelque chose de suffisamment cool, tu vois. Quand je dis cool, c'est une autonomie financière, pas forcément devenir Elon Musk. Tu vois, le management, déléguer, créer une équipe, une culture, tu vois. Il y a tellement de notions importantes à développer. Donc en fait, c'est comprendre que le business, c'est un ensemble de choses, c'est un écosystème global et il faut comprendre quelles sont les composantes de cet écosystème et essayer de se former sur cet écosystème et ne jamais cesser d'exécuter. C'est ça le problème, tu vois. La plupart des gens n'exécutent pas assez. Ils sont trop dans le mental, ils sont trop dans la réflexion et ils en perdent l'essence même de ce qui fait la réussite d'un individu, c'est l'exécution. Moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le fait de devenir entre guillemets riche, c'est devenu quelque chose de très romancé, voire sexy, populaire, où finalement, et je vais dire un truc, les personnes qui ont fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, etc., beaucoup d'ads, ont eu tendance à enjoliver la capacité de n'importe qui, tu vois, le fait en fait, tout le monde est capable de créer son business et de générer entre 5, 10K, voire même beaucoup plus par mois, tu vois, et d'acquérir une vraie liberté financière. Et je pense que ça a été un discours qui a été très enjolivé, très romancé, comme je l'ai dit au début, où finalement, pour qu'une publicité soit très populaire, on a tendance à rendre le truc assez mainstream. Mainstream, exactement. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, si tu dis à n'importe qui peut réussir et qu'il a cette possibilité-là, et qu'en plus, en ayant ce programme, en ayant cet outil, ça va l'aider à réussir plus rapidement, ce qui a une part de vrai, mais souvent, la notion de difficulté, la notion de grind, la notion également temporelle, du fait que ça va pas prendre 3 semaines pour réussir à faire ce résultat-là, je pense que ça a été un peu mis de côté, parce que forcément, c'est des arguments qui sont beaucoup moins sexy, qui sont beaucoup moins vendeurs également. Et donc, tu vois, il y a eu pendant très longtemps un discours. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de retourner un peu à la raison, de voir que finalement, c'est pas si facile que ça. Non. Mais on a eu tendance à faciliter un peu trop dans le message cette notion que c'est quelque chose qui est très abordable pour n'importe qui. Oui, tout le monde veut, mais tout le monde ne va pas réussir. Hein. Après, alors bien que les personnes qui veulent rendre ça facile, parce que c'est marketingement plus facile, la pilule est plus facile à faire gober, c'est plus facile à vendre, oui d'accord, mais je veux dire, il y a aussi une notion de responsabilité que les gens doivent avoir et comprendre que c'est pas si facile que ça. Que oui, avec Internet, il y a beaucoup de choses qui sont rendues possibles qu'avant, ça ne l'était pas, c'est une évidence. Gagner 2000 € par mois sur Internet, c'est facile, tu vois. Il y a des gens, ils vont me dire « Ah, mais non, mais c'est facile, tu vois. »
C'est vraiment, et pourtant je déteste ce mot, mais c'est facile, tu vois. Il y a beaucoup de... C'est facile, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qu'on connaît et qu'on pourrait citer qui ne font pas ce type de revenus-là et qui pour autant travaillent sur Internet depuis des années. J'en connais peu. Quand tu dis des années, une personne qui passe plus d'1 an sur le web et qui ne gagne pas minimum 2 000 € par mois, je n'en connais pas. Franchement... Moi, je parle de manière constante. Ça veut dire de manière assez régulière, tu vois, pour dire, bon, bah voilà, je gagne 2 000 € par mois. Parce que aussi, il ne faut pas oublier cette notion salariale de se dire, bon, bah voilà, voici quel est mon revenu mensuel qui tombe tous les mois. Forcément, l'entrepreneuriat, bah souvent, t'as des pics de revenus et t'as des pics où bah, t'as un peu moins de revenus, etc. Donc, tu lisses sur une année. Moi, sur une année, ça veut dire gagner 24 000 € par an. Il y a des gens qui travaillent depuis plus d'1 an sur le web qui ne gagnent pas 24 000 € par an. J'en connais pas. Non, sérieux. Très bien, très bien. Ah non, franchement. Très bien. Après, si au bout d'1 an, peu importe l'industrie que tu choisis sur Internet, que ce soit prestataire de service, community manager, closer, copywriter, enfin il y a tellement de métiers possibles aujourd'hui. Dans tous ces métiers-là, si tu n'arrives pas à ce résultat-là, c'est que franchement, tu t'es pas suffisamment mis en question, relever les manches, travailler, tu vois, franchement, je te le dis. Même d'ailleurs, un pote qui est sur 5euros.com, vous connaissez 5 €, c'est une plateforme de prestataires abordable. Tu peux trouver tout corps de métier. Il est fait, quoi. Mais après, il y a aussi un peu le biais du survivant. C'est qu'on regarde un peu ceux qui sont sortis du lot, ceux qui ont fait un peu plus de résultats, ceux qui ont fait un peu parler d'eux. Ouais. Et donc, on voit un peu le top du top, tu vois, et de dire, bon, bah voilà, celui-ci n'a pas eu trop de difficultés à le faire. Mais combien sur ces peut-être, on va dire 1%, 10% de personnes qui font plus 24 000 €? Oui, mais d'accord, et alors, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Qu'est-ce que tu veux ? C'est... Si 100% des gens qui se lançaient sur Internet feraient 10 000 € par mois, c'est... Je parle même pas d'aller générer 10 000 € par mois. Moi, je te parle vraiment de... Développer une indépendance. Sur 100 personnes qui ont acheté un programme, qui regardent du contenu intéressant sur YouTube, etc., et qui se sont lancés. Souvent, les gens commencent en part-time, ensuite le font full-time, mais... Enlevons le part-time, full-time de l'équation, etc. Sur 100 personnes qui se lancent 12 mois ou 24 mois après, combien de personnes sortent du 2 000 € par mois de manière concrète, de manière... Bon, voilà, tu connais les chiffres ? Le profit... Non, je sais pas, je me pose la question. Mais je me dis que souvent, on a tendance à regarder ceux qui sont sortis un peu du lot et on a tendance à oublier ceux qui n'ont peut-être pas fourni les efforts nécessaires, n'ont pas fait le travail nécessaire non plus, et bien évidemment qu'il y a une part de responsabilité énorme. Ça, on est 100% d'accord. Maintenant, il y en a beaucoup qui n'atteignent même pas ce barème-là et qui peut-être finissent par abandonner avant aussi. C'est leur problème. Hein. En tout cas, les avantages qu'offre le web dépassent de loin les avantages qu'offre n'importe quel métier hors digital. Hein. La liberté géographique, temporelle, financière que ça peut t'offrir. Est-ce que ça vaut pas le coup, même si après 1 an, tu génères pas cette somme-là, de patienter 2 ou 3 ans de plus ? Je pense que si, tu vois, ça vaut le coup. Et admettons qu'au bout d'1 an, tu les as pas, attends 2-3 ans. C'est quoi 2-3 ans dans une vie pour pouvoir avoir le luxe de travailler de chez toi, de voyager, d'avoir des revenus scalables, de ne pas dépendre de quelqu'un, de pouvoir travailler pour toi, de te réveiller alors que tu veux, ça n'a pas de prix, ça. C'est vrai. Après, je pense qu'il y a aussi un biais. Tu vois, tu parlais du temps. Est-ce que finalement, sacrifier 6 mois de ta vie, 1 an de ta vie, 2 ans de ta vie, 3 ans de ta vie, où tu vas grind, où tu vas galérer, où tu vas être dans une logique où tu vas faire énormément d'actions qui vont pas nécessairement apporter le résultat financier que tu souhaiterais obtenir, mais voilà, pour autant, ça va t'aider à avancer plus rapidement, à engranger de l'expérience, à avoir du feedback aussi du marché, etc. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui se cantonnent à faire la même chose pendant des années, sans pour autant que ça apporte le même résultat. Et je veux dire, on parlait du MLM juste avant. Combien de gens font du MLM depuis des années et n'arrivent pas à se dégager 2 000, 3 000 € par mois, tu vois, et le font depuis des années. Alors, ça me fait penser à une notion, moi, que j'appelle la différence entre l'obstination et la détermination. L'obstination, c'est faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. La détermination, c'est faire des choses, apprendre de tes conneries, réajuster, réexécuter
ah ça fonctionne, ok on réexécute, ah ça fonctionne pas, on réajuste, on réexécute. Tu vois, alors que l'obstination, c'est faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Les amis, très important, si vous appréciez notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner personnellement avec mon équipe à atteindre vos objectifs et à gagner en liberté financière, c'est les premiers liens dans la description. Ceci étant dit, reprenons. Bah oui, dans le MLM... Pourquoi le MLM? En fait, dans tous les business models où la barrière à l'entrée est quasi inexistante, tu vois, comme le MLM, comme le dropshipping par exemple, la barrière à l'entrée elle est très faible, ce qui signifie qu'il y a un grand nombre de personnes qui peuvent aller dans ces industries-là. Mais quand il y a un grand nombre de personnes qui peuvent aller dans ces industries-là et se lancer, bah, ça crée tout de suite beaucoup de concurrence. Et il y a aussi beaucoup de gens qui s'y prennent de la mauvaise manière, tu vois. Et c'est très souvent, on le voit dans le dropshipping, la minorité qu'on fait de la merde qui en font payer le prix à la majorité qui sont plutôt bons, tu vois, dans le business. Qu'est-ce qui explique que dans le MLM, la plupart des gens qui se lancent, et même au bout de 2-3 ans, n'obtiennent pas plus de résultats? C'est la notion de persévérance. Parce que, encore une fois, la plupart des gens veulent changer leur situation, mais ne sont pas prêts à sacrifier 2, 3, 4, 5 ans de leur vie. Mais vraiment, tu vois, quand je dis sacrifier, tu vois, j'aime pas ce mot, c'est faire des compromis pendant plusieurs années de leur vie pour changer de situation. Et je pense que le vrai sujet, il est là, c'est que la plupart des gens veulent changer de situation, mais ne le veulent pas profondément, tu vois. Et quand tu le veux pas profondément, alors tu te laisses le choix. Et quand tu te laisses le choix, si tu as un plan B, il y a peu de chances que tu atteignes le plan A. Tu vois. Parce qu'à la moindre difficulté, tu vas switcher. Mais est-ce que pour autant, après, moi je suis d'accord avec toi sur le principe. Moi, j'ai dû couper un certain nombre de ponts. Tu vois, j'ai dû couper la corde, si tu veux, pour que le bateau aille en mer. Donc, la notion de ne pas avoir de plan B, je suis totalement aligné là-dessus. Néanmoins, est-ce qu'on a besoin d'arriver à cet extrême-là, tu vois, où on doit absolument couper toute forme de plan B, etc., pour réussir à se générer un revenu sur Internet aujourd'hui, tu vois? Est-ce que finalement... Non, je pense pas. Ça dépend le niveau de revenu que tu veux avoir. Parce que chaque niveau de revenu implique un niveau de sacrifice. Voilà. Okay. Mais c'est à toi de voir. Tu vois, moi, par exemple, je me suis jamais laissé la possibilité d'échouer. Enfin, la possibilité de retourner en arrière. C'est impossible. Je ne veux pas me donner cette possibilité-là. Non seulement parce que je considère que j'aspire vraiment à une vie exceptionnelle, tu vois, je le pense sincèrement. J'ai envie d'offrir le meilleur à mes parents, à mes proches. J'ai envie de les rendre fiers et j'ai envie de l'offrir le meilleur. Et rien que pour et pour ma famille également. Rien que pour ces 3 choses-là, je ne peux pas me donner la possibilité de revenir en arrière. Je suis condamné. C'est une fuite en avant, tu vois. C'est une fuite en avant et je ne peux pas m'arrêter, tu vois. Je peux changer de direction, je peux faire des pivots, c'est ok. Mais je ne peux pas me dire que je fais marche arrière. C'est pas possible. Tu vois, c'est inenvisageable. Donc la question, c'est est-ce que toi, tu l'envisages ou pas? Est-ce que, ok, ça fait 1 an que tu t'es lancé, tu fais pas 2 000 € par mois, mais est-ce que t'es prêt, pendant les 3-4 prochaines années de ta vie, à continuer sans t'arrêter? Parce que la raison, c'est que c'est inscrit dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, dans tout ce que tu veux, la persévérance mène à la victoire. La persévérance mène à la victoire. Donc, si tu agis suffisamment longtemps, que tu apprends de tes erreurs, que tu es suffisamment intelligent, que tu t'entoures suffisamment des bonnes personnes, tu finiras par y arriver. C'est obligatoire. Est-ce que finalement, l'important, c'est pas d'être heureux? L'important, c'est d'être heureux. Mais quelle est ta définition du bonheur? Moi, ma définition du bonheur, c'est le progrès. C'est le fait de progresser. Sur les 4 sphères de ma vie. La santé, mes relations, ma carrière, mes finances. Moi, le bonheur, pour moi, c'est le progrès. Sur mes 4 sphères de ma vie. Bien sûr, je pense que le but, c'est chacun ses choix, chacun son idéal de vie. Mais
quelle est ta définition du bonheur? Est-ce que, déjà, il faut se poser cette question-là. Tu vois? Quelle est ta définition, toi, du bonheur, par exemple? Moi, ma définition du bonheur, déjà de 1, je considère que le bonheur est de passage. C'est pas quelque chose de constant. Moi, je te le dis souvent, si une des 5 personnes les plus importantes de ma vie, je reçois un coup de fil et qu'on me dit qu'une de ces personnes est hospitalisée, voire même pire encore, décède, en fait, si à l'instant T j'étais heureux, la minute d'après, je le suis probablement moins. Voire, je me considérais pas heureux du tout parce que forcément, il y a une partie de mon énergie mentale, il y a une partie de mon attention qui va partir sur le fait, putain, mais en fait, j'ai quelqu'un à qui je tiens, que j'aime profondément, qui ne va pas bien, soit en termes de santé, voire n'est plus là, tu vois, n'est plus présente. Donc, déjà, je trouve que le bonheur est de passage. Donc, ma définition du bonheur, c'est finalement quelque chose qui est passager. Je pense pas qu'il y a réellement un bonheur, tu vois, continu, mais qu'il y a des moments de joie. Qu'il y a des moments de joie dans une vie, qu'il y a des moments où tu es au plus haut en termes d'émotions positives, et que ces moments-là, il faut les accueillir avec la plus grande attention, avec la plus grande estime, mais que derrière, ça peut partir du jour au lendemain sans aucune raison valable, tu vois. Donc ma définition du bonheur, c'est quelque chose qui est passager. Maintenant, je suis pas un maximaliste du bonheur, si tu veux. Moi, je suis un maximaliste du sens. Trouver un sens à une vie, trouver du sens à ce que tu fais, trouver du sens à ta présence ici sur Terre, tu vois. Qu'on ait une notion religieuse ou pas, etc. Je suis pas quelqu'un de particulièrement religieux, bien que certains préceptes sont, je trouve, intéressants et certaines histoires sont intéressantes de ces livres sacrés, etc. Maintenant, je considère que dans une vie, il y a des moments de joie qu'il faut en profiter pleinement et qu'il faut les accueillir avec la plus grande des bontés, et que parfois, il y a des moments qui sont moins joyeux, mais qu'il faut aussi les accueillir parce que ça fait partie de l'expérience humaine, tu vois. Et que pour autant, si tu as du sens dans ce que tu fais, notamment professionnellement, notamment amicalement, notamment alors familialement, je pense pas que c'est un mot qui se dise, mais en tout cas en termes familial, tu vois, que tu sois satisfait de ce que tu fasses, que tu juges que tes actions sont en accord avec tes pensées, sont en accord avec la vision que tu souhaites donner à ces relations-là, et que ça apporte de la joie, et que lorsque les choses roulent plutôt bien, que financièrement t'es pas inquiété, que tes proches sont en bonne santé, que globalement tu vis une vie sans grande inquiétude, sans grande anxiété, globalement je considère que ça c'est le bonheur, tu vois. Que tu vois, c'est une source de joie immense, mais que du jour au lendemain, tu peux avoir un business qui se casse la gueule, et donc forcément financièrement, tu vas avoir tendance à avoir une partie de ta charge mentale, une partie de ton attention qui va être focalisée sur ton business, à se dire mais putain, mais en fait, si j'ai ma source de revenus principale qui va mourir, comment est-ce que je fais pour la remettre à flot, etc. Bien évidemment, tu peux compter sur d'autres sources de revenus, etc. Ça, c'est un autre sujet, mais dans le sens où forcément, si ton portefeuille est impacté, tu vas mettre une partie de ton énergie mentale dessus. Si une personne de ta famille que tu apprécies pleinement et que tu aimes réellement a un problème de santé, tu vas focaliser une partie de ton attention dessus, et donc ça t'enlève une part de bonheur. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de l'expérience humaine, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif en soi, que c'est intrinsèquement négatif, mais c'est quelque chose par lequel il faut passer, et ça fait partie de l'expérience humaine. Moi, dans ce point-là, je rejoins beaucoup les stoïciens, où finalement la seule source de malheur pour moi n'est que la déception de moi-même. La seule source de malheur pour moi, c'est de ne pas respecter mes propres engagements. C'est de ne pas respecter ma propre parole, tu vois. Et que ça, c'est ma plus grande source de malheur. Non, mais je suis assez d'accord avec moi. Les moments, moi, qui m'impactent le plus, on va dire émotionnellement, ce sont les moments où j'ai le sentiment de ne pas avoir fait ce que j'avais à faire. C'est vrai. J'essaie de limiter ces choses-là le minimum au minimum. Tu vois, par exemple, ce matin, je vais à la salle de sport. Ça fait 2 semaines que je change pas mes entraînements, donc j'ai toujours la même intensité. Je fais
je travaille en superset, donc je vais vraiment chercher le stress métabolique, je vais chercher aussi le stress nerveux parce que j'ai des temps de repos très courts et je fais 2 exos à la suite et tout. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines et là, je sais pas, tu vois, ça fait 3 jours, j'ai moins envie de m'entraîner, machin. Et là, ce matin, j'y vais, et puis je sais pas, j'ai pas envie, quoi. Je prends un haltère, je me le fais tomber sur le pied un petit peu, ça me fait mal, ça m'énerve, tu vois. Je me dis, putain, vas-y, juste, je fais qu'un groupe musculaire, 3 exos et je me casse. Et puis je fais une autre série, et puis après, je me dis, oh bah non, au final, non, vas-y, je continue, je vais jusqu'au bout. Tu sais, des fois, c'est moi beaucoup quand je fais du sport que j'ai cette dualité entre cette phase de moi, c'est cette phase de ce loup négatif, tu sais, cette phase de merde qui me dit non, vas-y, arrête, et cette phase qui me dit non, vas-y, va jusqu'au bout. Et ça me permet vraiment, quand je fais mes séances, généralement, d'observer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi et d'écouter les deux parties, la partie motivante, positive, et la partie qui me dit non, vas-y, arrête, c'est bon. Et la réalité, c'est que mes séances durent généralement 45 minutes, 1 heure. Là, au bout de 20 minutes, j'avais envie d'arrêter et j'ai dû vraiment me faire violence pour continuer. Et au final, le sentiment de satisfaction que j'ai eu lorsque j'ai été au bout de mes séries était génial parce que, tu vois, j'étais dans l'ascenseur et tout. J'ai fait un yes dans l'ascenseur, j'étais tout seul, j'étais content et je suis revenu ici. Je me suis remis devant mon ordi, j'ai pris mes rendez-vous. Et j'avais une estime de moi, tu vois, super, j'étais content, j'étais fier de moi. Alors que des fois, parce que ça m'arrive, quand je vais pas au bout des choses, alors que tu vois, c'est ça, quand tu as le sentiment de pas aller au bout des choses, des fois ça influe, ça me, tu vois, ça t'impacte. Mais je te rejoins vraiment là-dessus. Ça draine. Moi, je suis un maximaliste du regret. Du quoi ? Du regret. Ça veut dire, je regarde souvent les choses du prisme, est-ce que je vais regretter les choses, est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait telle ou telle chose, ou est-ce que je vais ne pas le regretter ? Si je le regrette pas, je m'en tape. Je considère que ça n'a pas d'importance, si tu veux. Mais si je vais regretter de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir dit quelque chose à un proche, de ne pas avoir fait cette action qui aurait pu, peu importe du résultat que ça aurait pu apporter, mais que ça aurait apporté un résultat, si tu veux. Et moi, je maximise les choses selon le regret. Je me dis finalement, voilà, si à 70 ans, je suis sur mon lit mort, qu'est-ce que je vais regretter, tu vois ? Et je vais regretter le manque de prise de risque, le manque d'initiative, le manque d'audace, le manque de prise de risque réel, tu vois. Et c'est ce que je vais regretter. Souvent, et moi je pense que j'ai souvent... je fais une différence concrète entre le remords et le regret. Le remords, c'est lorsque t'aurais pu faire quelque chose de mieux. T'as fait une action, ça n'a pas apporté le résultat que t'aurais voulu, tu vois, et donc t'as un peu de remords. Voilà, j'ai monté cette affaire, ça n'a pas forcément... cette affaire-là n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'elle aurait pu être, et donc j'ai un peu de remords par rapport au fait, ça aurait pu être quelque chose de grand, et ça n'a pas été. Mais le regret, c'est, putain, j'aurais pu faire cette chose-là, j'aurais pu faire cette affaire-là, j'aurais pu dire cette phrase-là à un proche, je l'ai pas fait, et maintenant c'est trop tard. Et je n'ai plus la possibilité de le faire. Et ça, je pense que c'est pire. Ça, je pense que vraiment, de vivre avec le regret de quelque chose que tu avais eu l'occasion de faire, mais que tu n'as pas fait, tu vois, je pense que ça pourrit la vie de plus qu'un, tu vois. Je pense que les gens ont une tendance, tu vois, plus elles avancent dans la vie, à se souvenir que des bonnes choses. Moi, je le vois par rapport à mes parents, je le vois par rapport à mes grands-parents, tu vois, que lorsqu'ils me racontent des histoires, globalement, c'est toujours que du positif. Et je me dis toujours, il y a probablement eu, au milieu de tout ce vécu-là, tu vois, du négatif, mais qui, au fur et à mesure du temps, a été oublié. Au fur et à mesure du temps, tu vois, ça ne sert à rien de le mentionner aujourd'hui parce que, en fait, ces expériences-là, on en garde tellement que le meilleur, le plus brillant, le plus sexy, que finalement, c'est ça qui vaut la peine d'être raconté. Mais par contre, le négatif qu'on se souvient, c'est putain, j'aurais pu faire cette action, j'aurais pu parler à cette personne, j'aurais pu monter cette affaire, j'aurais pu sauter en parachute, je sais pas, je vais donner des exemples comme ça bêtes. Et je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur, parce que j'ai eu du ressentiment, parce que j'avais manqué d'audace à ce moment-là.
Et ça, je pense que c'est comme un vinyle un peu rayé, tu vois, qui va tourner dans un tourne-disque, qui va avoir tendance à gripper un peu. Je pense que c'est une histoire qui tourne en boucle et qui est pas nécessairement agréable à se souvenir. Et c'est un peu le ressentiment négatif que tu peux avoir à la fin d'une vie de ne pas avoir fait ce que tu aurais voulu faire, que tu t'es un peu empêché de faire, que tu t'es bridé finalement de faire, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Après, tu vois, en parlant de regrets, moi je suis de tempérament assez excessif dans tout ce que je fais. Quand je me mets à bosser, je bosse comme un dingue. Quand je me mets à faire la fête, je fais la fête comme un dingue. Quand je me mets à faire du sport, je fais du sport comme un dingue et je me prends au jeu dans tout ce que je fais. Mais ouais, je pense des fois, pour moi, tu vois, le fait de ne pas avoir de regrets, tu vois, il y a ce truc de... pour être quelqu'un de, je pense, d'équilibré, de sain dans sa vie, bien qu'on pourrait débattre longtemps sur cette notion-là, il faut ne savoir dire non aussi à certaines de ses envies. Ben moi, j'ai du mal à ça, tu vois. Moi, j'ai du mal à dire non à mes envies. J'ai cette fâcheuse tendance, quand j'ai quelque chose qui me vient dans la tête, à vouloir le faire. Peu importe ce que c'est. Alors, je te parle pas de... J'allais dire dans la limite du raisonnable, mais ce qui est raisonnable pour moi n'est pas forcément pour toi. Donc, non, c'est pas... Non, en vrai, c'est vrai que parfois... Enfin, c'est pas parfois, c'est très souvent... Quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, quoi. Parce que j'ai envie d'enrichir ma vie, j'ai envie de vivre un maximum d'expériences, j'ai envie de tester, j'ai envie d'expérimenter, j'aime apprendre par moi-même, tu vois. J'aime apprendre des erreurs des gens, des autres, tu vois. J'ai pas de mal à écouter quelqu'un et à m'imprégner de ses erreurs et à parfaire les mêmes, mais j'aime bien tester par moi-même et apprendre, tu vois. Mais ouais, c'est paradoxal parce que écouter tout le temps ses envies, c'est pas forcément ce qu'il y a de bien à faire. Alors, je le fais pas tout le temps non plus parce qu'en vrai, j'écouterais tout le temps mes envies. Tu pèserais quelques kilos de plus, je pense. Voilà, exactement. Donc j'ai quand même un haut niveau d'exigence envers moi, mais c'est clair. Mais étant donné que j'ai un haut niveau d'exigence, ça me permet d'apprendre, ça me permet de prendre beaucoup de plaisir dans mes dérives, tu vois. Étant donné que je mets un point d'honneur au sport, à la bonne alimentation, au travail, bah, quand je choisis de faire la fête, je la fais à 2000%. Mais genre, même si t'es à côté de moi, tu me dis, Alès, vas-y, arrête-toi, on rentre. Non, c'est... Mec, je fais la fête, c'est jusqu'à 8h du mat, et j'y vais à 2000%, parce que je me récompense, tu vois, c'est ma récompense. C'est vrai qu'on en a beaucoup discuté de ça, de cette notion de l'envie, finalement. Ou bien d'agir en fonction d'une envie. Ouais. Moi, je suis pas nécessairement de cette eau-là, et puis on a déjà comparé un peu cette notion épicurienne, cette notion stoïcienne, tu vois, des choses où le stoïcien va tendance à minimiser son envie au profit du sens, là où l'épicurien va maximiser son envie au profit de l'envie en tant que telle, tu vois. Je pense sincèrement que, tu vois, et ça c'est que mon point de vue, moi les envies sont passagères. Quelque chose que tu as envie à l'instant T, bah, si tu as envie encore d'ici 8 heures, d'ici 12 heures, d'ici 24 heures, d'ici 48 heures, alors c'est une vraie envie, tu vois. Voilà, j'ai envie de partir, je vais dire un pays au hasard, à Madagascar. Tu vois, si j'ai encore envie dans 24 heures, 48 heures, voire même encore plus, tu vois, ça veut dire que c'est une vraie envie, c'est un vrai besoin. Mais j'ai envie d'une glace. Est-ce que dans 1 heure, j'aurais toujours envie d'une glace ? Ouais, ça dépend. J'ai envie de sortir, de m'amuser. Est-ce que si je laisse passer 2, 3, 4, 5, 6 heures, est-ce que j'aurais toujours envie de ça, tu vois ? Et souvent, bah, moi, je réponds à ça en me disant, bah non, pas réellement, en fait. J'ai envie sur le moment parce que, tu vois, c'est comme une idée qui pop comme ça dans mon esprit. C'est comme une image mentale qui apparaît comme ça. Ah, j'ai soudainement envie d'une pizza. Est-ce que pour autant, dans 1 heure ou 2, j'aurais toujours envie d'une pizza ? Peut-être pas. Donc, est-ce que je vais agir là, maintenant, à l'instant T, sur cette envie-là ? Peut-être pas. Alors, tu parles des envies nutries. Ça dépend on va dire, de la qualité de tes envies. Tu vois, moi, par exemple, tout ce qui est de ce qui est important pour toi. C'est-à-dire que moi,
sur toutes mes envies liées à l'alimentation, j'ai aucun mal à me restreindre parce que je sais que pour que je me sente bien dans ma tête, il faut que je me sente bien dans mon corps. Et pour que je me sente bien dans mon corps, je sais qu'il faut que je respecte différentes règles que je me suis imposées et tous les tests que j'ai fait sur moi ces dernières années qui m'ont permis de comprendre ce dont mon cœur a besoin et ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Et ce dont j'ai besoin pour me sentir bien, c'est de manger tel aliment, c'est de manger à telle heure, c'est de m'entraîner tant de temps par semaine avec telle méthode, etc. Parce que ça me permet de me sentir bien dans mon corps et bien dans ma tête. Et donc en fait, moi, les envies auxquelles je déroge et je dévie et que j'accepte, c'est des envies qui sont liées à d'autres choses, tu vois. Par exemple, ça peut être comme hier, tu vois, où je mets mon téléphone off, je pars dans l'appartement d'un ami et je mets mon téléphone en mode avion et je passe une après-midi à discuter avec lui et à écouter de la musique et tout se passe bien, tu vois. Ça peut être... tu vois, j'ai cet exemple qui me vient en tête, mais il y a plein d'autres choses. Mais tu vois, ça dépend, tu vois. Il y en a d'autres, c'est un besoin de se lâcher sur la bouffe, tu vois, un besoin de se lâcher pendant la fête. Bah si, tu vois, par exemple, pendant la fête, moi, la réalité, ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette dernière année, on a fait beaucoup la fête. Toutes les semaines. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, ça devenait mécanique. On n'y prenait pas le même plaisir. Alors que là, tu vois, on va revenir fin mai, on va fêter mon anniversaire en juin. Ça va être incroyable parce qu'en gros, on va lâcher les valves, quoi. Tu vois, on va avoir un niveau de plaisir qui va être intense parce que ça fait longtemps. On aura passé 2 mois à travailler dur et tout. Donc là, cette fête, on va la kiffer parce qu'on l'aura méritée. Mais la réalité, c'est que si 3 jours après, 1 semaine après et 2 semaines après, on refait la même, il n'y aura pas la même intensité de joie, tu vois. Donc, en fait, quelle est la distance que tu as entre tes moments d'exigence envers toi et les moments où tu te fais plaisir, tu vois. Moi, je sais que j'ai besoin de mettre de la distance entre ces choses-là. Plus j'attends, plus je mets de la distance entre les moments. Quand je dis de la distance, c'est du temps entre les moments où je fais preuve d'exigence envers moi et les moments où je lâche complètement l'animal. Plus la distance est longue, plus le moment où je lâche, il me procure du plaisir, tu vois. On a commencé ce podcast en parlant rapidement de Elon Musk, etc. On se resserre un petit verre ? Ouais, bien sûr. On a commencé ce podcast en discutant un peu d'Elon Musk, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à maximiser les choses qui ont de l'importance, qui ont du sens pour moi. Le reste, c'est annexe. C'est de l'expérience, c'est de l'ordre du souvenir, c'est de l'ordre de la création vraiment de souvenirs, d'expériences. Mais je me dis que finalement, si tu maximises ta vie en fonction de qu'est-ce qui importe pour toi, donc ça peut être tes proches, ça peut être ton travail, ça peut être plein de choses, et que tu fais des actions en ce sens-là, bah finalement, tu vas avoir une vie riche, tu vois. Si ce que tu valorises et ce à quoi tu donnes de l'importance, c'est par exemple voyager, bah forcément, le plus de voyages tu vas faire, le plus tu vas te sentir enrichi, le plus tu vas te sentir épanoui, le plus tu vas maximiser la dose de joie que tu peux recevoir, tu vois. Une personne qui adore voyager, qui voit un sens vraiment profond au fait de découvrir des cultures différentes, de voir des pays différents, etc., bah, si tu lui empêches de maximiser ça et de voyager un maximum, bah, il va se sentir malheureux. Si quelqu'un, ce sur quoi il met beaucoup d'importance, c'est par exemple sa famille, et que tu lui empêches de voir sa famille, et que tu restreins cette capacité à voir sa famille, à interagir avec les personnes qui lui sont proches, etc., bah, il va se sentir malheureux, tu vois. Si quelqu'un veut optimiser sa vie en fonction de la dose de fun qu'il peut expérimenter, donc le fun alimentaire, le fun tu vois, en termes de sortie, le fun en termes de prise de substances également, l'alcool, la nicotine en étant, tu vois, des substances, bah forcément on va se sentir un peu malheureux. Et je pense que tu vois, il faut être OK avec qu'est-ce qu'on a envie de maximiser. Moi, je sais que de mon côté, j'ai envie de maximiser le maximum d'expérience tout en expérimentant le minimum de regrets. Donc c'est ma maxime, c'est vers quoi je vais avoir tendance à tourner mes actions
envers, tu vois. Mais d'autres personnes vont avoir un choix différent, tu vois. Moi, j'ai une maxime un peu stoïcienne du fait que, bah voilà, il y a certaines choses qui vont demander l'abstraction du plaisir sur l'instant T de qu'est-ce que je peux ressentir. Et je pense que le travail, tu vois, c'est le travail. C'est une thérapie, ouais. Le travail, tu vois, je veux dire, le travail dans sa définition latine du terme, c'est une souffrance, c'est de l'esclavagisme, tu vois. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, personnellement, le travail, je pense que c'est quelque chose d'ultra nécessaire, surtout dans notre société où gagner sa vie, c'est essentiel. Indispensable. C'est indispensable. Si t'as pas envie de crever la dalle, si t'as pas envie d'être asservi par un système qui, honnêtement, se fout de ta gueule. Enfin voilà, on va pas rentrer dans une notion politicienne, tu vois. On peut en parler. On peut en parler, mais c'est vrai. Mais je veux dire, le système se fout ouvertement de notre gueule et ne maximalise pas la liberté individuelle, ça c'est sûr et certain. Enfin, je veux dire, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite. Parce que le système a une volonté de contrôle sur les individus. Le système a une volonté de contrôle sur les individus, c'est clair et net, mais ne va pas pousser à ce que les gens aient une liberté individuelle. Non. Bien évidemment, tu peux avoir le contrôle sur les individus, mais les individus ont une certaine liberté, ou du moins ont un sentiment de liberté. Maintenant, aujourd'hui, et c'est quelque chose qui était plutôt rare auparavant et qui s'est un peu accéléré au fur et à mesure du temps, c'est cette notion, certains États veulent ta liberté, tu vois. Ils ne veulent pas que tu sois libre de tes mouvements, et on l'a vu pendant le C-19, où globalement, il y a eu une injonction à ce que tu restes chez toi. Il y a une injonction à ce que tu ne fasses pas certaines rencontres, à ce que tu n'ailles pas dans certains établissements, à ce que tu ne fasses pas les activités auxquelles tu étais habitué à faire. Et donc, il y a une injonction à... Écoute, il y a ce truc dehors, tu vois, il y a ce truc dehors qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas... qui n'est pas palpable. Et donc, on va te dire, voilà, à partir de ce truc-là qui existe... qui factuellement existe, on ne va pas discuter là-dessus, bien évidemment que ça existe, on peut discuter de quel est son risque, quelle est l'importance qu'on va donner à cette chose-là en particulier, mais par contre il y a une injonction à ce que tu ne sois pas libre de tes mouvements, et ça c'est une réalité, ça c'est factuel, on t'a dit reste chez toi, et donc il y a une injonction à ce que tu restes chez toi et que tu n'exerces pas tes libertés individuelles. Moi je trouve ça extrêmement dangereux, c'est aussi pour ça qu'on est dans cette démarche de pouvoir librement s'exprimer sur YouTube, sur d'autres plateformes, à partager un petit peu notre façon de penser, comme d'autres le font, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même dans le marché francophone. Il y a beaucoup de gens qui veulent exercer leur pouvoir de liberté d'expression pour partager leurs sentiments, partager leur perspective, leur vision des choses, pour ne pas simplement aller dans le sens des médias mainstream, des médias communs, comme les journaux, la télévision, etc. Et donc on a décidé de partir dans cette direction où finalement on veut exercer notre liberté. Il y a une vraie injonction à ce que ça ne soit pas. Tu vois, on regardait l'autre jour les vidéos d'Iman Gadzhi où il parle des marionnettistes, etc. Alors bien évidemment, il grossit le trait, tu vois, avec le World Economic Forum, tu vois, avec Schwab notamment, etc. Il parle de ces choses-là. On connaît beaucoup de gens qui parlent aussi de ces sujets-là, notamment Zougan Barra, etc., qui parlent de cette notion de liberté et de comment exercer sa liberté. Et nous, à titre personnel, on parle beaucoup de cette notion de liberté financière. Parce que forcément, quand tu gagnes ta liberté financière, tu gagnes une liberté pratiquement globale. Tu vois, c'est pas nécessairement avoir la liberté financière de pouvoir acheter de la Lamborghini et puis de s'acheter des mansions, tu vois, qui valent plusieurs millions d'euros. Non, c'est juste la liberté de pouvoir te déplacer d'un pays à un autre. Si c'est la merde dans ton pays, tu décides de te barrer parce que t'es plus d'accord avec les lois qui sont mises en place, t'es plus d'accord avec l'idéologie dominante, et donc tu décides de te barrer. Ça, c'est factuel, tu vois. Et le fait de pouvoir exercer sa liberté aujourd'hui, je pense que c'est essentiel. C'est ce qu'on fait à travers cette plateforme-là. C'est ce que beaucoup d'autres font à travers cette plateforme-là. Et je pense qu'on peut inspirer beaucoup de gens aussi à travers de ces médiums-là. Et la liberté individuelle est, selon moi, la chose la plus essentielle qui puisse exister, tu vois. Et dans un monde où on essaye de contrôler notre pensée, de contrôler, tu vois, avec les fact-checkers, Idriss Aberkan, on parle tout le temps, et c'est vraiment son cheval de bataille. Les fact-checkers, dernièrement, il a sorti une vidéo sur Joe Biden versus Donald Trump, tu vois, quel est le plus con des deux, quel est le plus raisonnable des deux, etc. Notamment avec, vraiment, tu vois, cette notion de fact-checker qui est vraiment devenue prédominante aujourd'hui.
on va pas rentrer dans la sphère politique, qui est vraiment devenue prédominante. Aujourd'hui, exercer notre liberté individuelle est devenu plus qu'essentiel. Et l'étau se resserre aussi, j'ai vraiment l'impression que l'étau se resserre. Moi, ça me fait un peu peur aussi, tu vois, de ce côté-là, de me dire que plus on avance, moins de liberté on a, et plus on se rapproche de 1984 de George Orwell. Je sais que tu l'as pas nécessairement lu. En fait, la liberté, on nous la donne pas, il faut la prendre. Et en fait, ça fait bizarre parce que on a pendant des années, des dizaines, voire des dizaines d'années, donné la responsabilité de notre bonheur sur le gouvernement et sur l'État. On a compté sur l'État et sur le gouvernement pour nous offrir une vie meilleure. Et là, bizarrement, la conjoncture, les événements passés nous font comprendre enfin que on est les seuls responsables de notre bonheur, on est les seuls aux manettes de notre vie et on est les seules personnes qui peuvent vraiment changer les choses et le cours de notre destinée, tu vois. Oui, mais c'est pas une pensée prédominante et on le voit encore aujourd'hui. Et je vais prendre l'exemple de la France, tu vois, avec toutes les manifestations qui se passent en ce moment, tout le bordel ambiant qui se passe, c'est que beaucoup de gens considèrent que c'est de la responsabilité d'un État, qui soit national ou supranational comme l'Union européenne, etc., de nous délivrer les bonnes directives, de nous délivrer les bonnes directions. L'erreur que font la plupart des gens vis-à-vis de ce que tu dis, c'est qu'ils oublient quelque chose qui est fondamental et qui est de l'ordre du comportement intrinsèque de l'être humain. C'est que les personnes qui sont à la tête de l'État, qui font partie du gouvernement, ils ne sont pas là pour prendre des décisions pour le bien collectif. Ils sont là pour servir leurs intérêts personnels, au même titre que chaque être humain. Et ça, faut arrêter cette démago et ce discours qui est de dire non, moi j'agis pour le bien de la France. C'est pas vrai. Ces gens-là, ils sont là pour servir leurs intérêts personnels. Et si aujourd'hui la plupart des gens n'intègrent pas et ne veulent pas intégrer ça, mais c'est leur problème. Parce que la réalité, c'est que ça a été démontré sur de nombreuses actions sur ces dernières années que les gens qui sont à la tête de l'État, de multiples reprises, ont montré que les décisions qu'ils ont prises, les actions qu'ils ont entreprises n'ont pas été dans la direction du bien commun, mais bien dans la direction de leurs intérêts personnels. Et ça, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Moi, c'est juste de l'ordre de la nature humaine. Et donc, en fait, de ce point de vue-là, étant donné, moi, ça me fait juste... J'ai juste pris conscience que, en fait, je ne peux pas mettre la responsabilité de ma destinée dans les mains de ces gens-là. On est d'accord là-dessus. Et moi, je suis totalement aligné avec ça. Néanmoins, et tu vois, Idriss Aberkan parlait de ce fait-là, c'est que si on ne peut plus faire confiance aux médias, donc que ce soit aux journaux, que ce soit aux journaux télévisés, au gouvernement, aux prises de parole ministérielles, etc., à qui est-ce qu'on peut faire confiance ? C'est qu'on est dans un climat où, bien évidemment, nous, tu vois, de notre un peu tour d'ivoire, tu vois, j'ai souvent l'habitude de le dire, à Dubaï, etc., on peut prendre ces positions-là, où finalement, on a décidé de s'émanciper d'un système financier qui nous a permis d'acquérir une liberté tout autre, et donc, on a une certaine liberté de parole, etc. Mais c'est que la réalité, c'est que, moi, je le vois à travers mes parents, je le vois à travers beaucoup de gens qui ont peut-être la quarantaine, la cinquantaine, qui sont un peu plus âgés, etc. En fait, ils ont toujours été habitués à avoir confiance à ce système-là, et en fait, s'ils ne peuvent plus faire confiance à ce système-là... À qui ils font confiance ? C'est un système de pensée... À eux. Mais ils ont été tellement habitués pendant tellement d'années à avoir confiance en ce système-là, et que finalement, il faut se dire un truc, c'est que oui, bien évidemment, on est sur Internet. Et donc, nous, on a tendance à enjoliver finalement l'importance qu'a Internet, et on a conscience aujourd'hui de quelle est l'importance de pouvoir se former à titre individuel, de quelle est l'importance de écouter des personnes qui ont un point de vue différent, qui savent questionner ces prises de décision, etc. Nous, on donne de l'importance à ça. Mais pour toutes les personnes qui ont vécu dans un monde où Internet n'existait pas, pour toutes les personnes qui Je comprends. Effectivement, et on en parlait la dernière fois, c'est qu'arrivé à un certain âge, ta capacité à faire preuve de flexibilité mentale diminue. Je suis d'accord, si à 40-50 ans, tu as construit un certain paradigme de pensée, tu as agi selon certains schémas. Mais
Et donc forcément aujourd'hui le monde change à une vitesse grand V et donc ça demande de s'adapter et ben forcément ces gens-là sont pas forcément cette même capacité de remettre en question les paradigmes qui leur ont été imposés ou qu'ils ont construits. D'accord. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui regarde, avec le Web 2, Internet, les cryptos, l'intelligence artificielle, regarde les changements qui opèrent dans notre société et la vitesse à laquelle ils opèrent, c'est incroyable. Donc ce qui était valable il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui. Mais nous, on est réceptifs. Nous, on est réceptifs à ça. Eh bien, exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est réceptifs à cette information. Je ne peux rien te dire. Oui, d'accord, bah écoute, les gens qui ont 40, 50, 60 ans, je peux comprendre que mentalement, ce switch de cheminement et de compréhension peut être plus compliqué que nous, dû à l'expérience et à l'âge et à la différence de génération, etc. Je suis d'accord. Mais tu veux que je te dise quoi ? Moi, j'adore mon beau-père, ma mère aussi, mon père. Tu vois, ils sont, même si ils avancent pas, ils n'ont pas la même vitesse de compréhension vis-à-vis des nouvelles technologies et de l'avancement de la société que moi, mais je vois qu'ils sont dans une dynamique de remettre en question leur schéma préétabli et de cette volonté d'apprentissage et d'être au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est appréciable. Même si, tu vois, c'est assez drôle parce que tu sens qu'ils ont un petit peu de retard. Mais c'est pas grave. Ils ont cette volonté d'apprendre. Et ce qui compte, c'est d'avoir la volonté d'apprendre. C'est évident. Mais ceux qui veulent rester enfermés dans leur schéma préétabli, etc., c'est leur problème. Moi, mon beau-père, il a 63 ou 64 ans. Franck, tu m'en veux pas si je me trompe. Mon beau-père, il va avoir la soixantaine. Ma mère aussi. Mais ils sont dans une démarche d'apprentissage. Ils veulent suivre le move. Et c'est ça qui compte, c'est de vouloir suivre le move, tu vois. Donc, voilà, si ce que tu essaies de me dire, c'est que oui, il faut comprendre les gens qui n'arrivent pas à aller à la même vitesse, je les comprends. Mais c'est qu'une question d'effort. Alors, moi, je te parle, mes parents, ils ont la soixantaine. Attention. Et ça ne leur empêche pas d'être dans cette volonté de vouloir être au courant de ce qui se passe. Alors, attention. Voilà. Ce n'est pas une question d'aller à la même vitesse. Moi, je pense que il faut être exposé à ces idées nouvelles. Et je considère, et je le vois au quotidien, qu'il y a des gens qui ne sont pas assez exposés à ces idées nouvelles. Et on va dire que je trouve ça presque normal, parce que mes parents ont aussi fait cette démarche-là. Tes parents, tes beaux-parents ont aussi fait cette démarche-là de s'exposer à des idées nouvelles. Pourquoi ? Parce que tu les exposes à ces idées nouvelles-là. Oui. Tu les exposes à ces nouvelles idées. Oui. Mais la réalité, c'est que combien de personnes, dans leur quotidien, et ça revient à notre conversation initiale sur l'entourage, sur comment trouver des personnes qui cultivent ces idées nouvelles, il y en a beaucoup qui finalement ne sont pas exposés à ces nouvelles idées. On leur donne à bouffer. Ils bouffent ce qu'on leur donne. À tort ou à raison. Mais qui est la responsabilité ? Mais la responsabilité est individuelle, indéniablement. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne sont jamais exposés à de nouvelles idées, qui seraient probablement prêts à accepter de nouvelles idées ou bien même à questionner leurs idéaux actuels, mais parce qu'ils ne sont pas exposés à ça, parce qu'ils n'ont pas de contact direct avec ces nouvelles idées, ne peuvent tout simplement pas les remettre en question. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, à l'âge d'Internet, c'est très facile d'aller sur YouTube et de trouver des personnes qui vont discuter de ces idées-là. Enfin, je veux dire, Idriss Aberkan a 775 000 abonnés, sauf erreur, sur YouTube à l'heure où on parle. Donc, ce sont des personnes qui sont extrêmement accessibles de manière gratuite sur YouTube, etc. Mais combien de personnes vont faire la démarche d'eux-mêmes, sans avoir d'influence de l'extérieur, d'aller sur YouTube, de chercher ces idées nouvelles ? Très peu. C'est uniquement lorsqu'elles sont exposées, lorsque un ami, un cousin, un familial va leur parler de ces idées nouvelles, qui vont aller à la recherche de ces idées nouvelles. Et je pense que, et c'est aussi notre responsabilité aujourd'hui, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., de pouvoir véhiculer ce message-là, de pouvoir simplement questionner. Je parle même pas d'aller dans une logique un peu, vindicatrice, de se dire, voilà, c'est de la merde, il faut absolument détruire cette idéologie dominante, etc., comme beaucoup d'autres qui sont peut-être un peu radicaux, etc. Je pense qu'il faut être simplement dans une logique de questionnement, d'ouverture d'esprit. Et je pense que beaucoup de gens sont très, très, très ouverts à l'idée de recevoir des idées nouvelles, mais ne sont simplement pas exposés à ces idées nouvelles.
Je pars sincèrement du principe que beaucoup de gens aujourd'hui sont assez ouverts d'esprit pour accepter des idées nouvelles, mais ne sont simplement pas assez exposés. Mais exactement, oui, pas mais assez d'accord, exposés. mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus à notre niveau ? Si ce n'est publier plus de vidéos. Il y a une démarche individuelle aussi à faire, tu vois. Oui, tu vois, moi, on parlait de mes parents, ils ont la chance de m'avoir, et donc quand je viens les voir, naturellement, en me questionnant, je leur donne accès à ces infos. Mais sinon, il doit y avoir une volonté, ça doit partir d'une volonté individuelle, d'aller, tu vois, sur YouTube ou machin, d'aller, tu vois, plutôt que d'allumer la télé mécaniquement, d'aller sur Cyril Hanouna, c'est aux gens d'aller faire cette démarche, de s'informer sur les sujets qui les intéressent. Mais pour nous, c'est naturel. Pour nous, à notre âge, tu vois, enfin, je veux dire, tu vois, dans la vingtaine, c'est normal d'aller sur Internet, d'aller sur YouTube, d'aller sur Twitter, d'aller sur Instagram, de chercher ces idées nouvelles-là, de pouvoir questionner des idéaux actuels, de pouvoir simplement s'exposer à des personnes qui ont potentiellement des idées totalement différentes, des idéaux, des idéologies totalement différentes. Et pour nous, ça nous paraît, enfin, c'est presque une seconde nature finalement, parce qu'on est pratiquement né là-dedans, tu vois. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette habitude-là, qui n'a pas cette capacité naturelle à aller sur les réseaux sociaux et de s'informer de façon indépendante, et je vais dire une chose, la problématique, c'est qu'en fait, quand tu vas sur Google, quand tu vas sur les réseaux, c'est un énorme bordel. Tu vas tomber sur quelqu'un d'ultra extrême sur le suivi du système, qui va même tendance à être encore plus extrême que le système, et d'autres qui vont être totalement contre et qui vont même être un peu débiles, tu vois, sur la partie anti-système, sur la partie résilience, tu vois. Et de trouver un juste milieu dans tout ce bordel, c'est un peu compliqué. Et ce qu'on a vu, et tu vois, sur le C19, moi je trouve que le C19 a été une expérience humaine assez intéressante, c'est de voir comment est-ce que les gens réagissaient. Donc la majorité a suivi le message mainstream. Voilà, restez chez vous, protégez-vous, mettez des masques, faites-vous triple dose aide, tu vois. Beaucoup de gens vont suivre cet état d'esprit parce que l'État, le système, les industries pharmaceutiques, les journaux vont publier ce message de manière mainstream, et donc on va le suivre parce qu'on fait confiance, parce que ces institutions-là ont eu énormément d'importance dans notre jeunesse, ont eu énormément d'importance dans toute notre vie, et donc si on ne peut plus leur faire confiance aujourd'hui, bah qui est-ce qu'on va faire confiance ? Bah non, on va avoir tendance à leur faire confiance parce qu'ils ont toujours délivré la parole commune, et donc la parole commune est la parole qui fait foi. Nous, en tant que jeunesse, on sait très bien que c'est de la connerie ça aujourd'hui. Mais on sait très bien que c'est de la connerie aujourd'hui, mais très bien. Moi, j'ai eu tendance, tu vois, pendant le C19 à écouter des médias américains, à écouter, tu vois, j'ai eu tendance à m'informer chez ceux qui étaient ultra radicaux. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire ? T'essaies de vouloir excuser ces gens-là ou de leur trouver une... Non, c'est pas de vouloir excuser. C'est pas de vouloir excuser, parce que bien évidemment, il y a une responsabilité individuelle qui est indéniable. Néanmoins, et j'essaie toujours de mesurer les choses, c'est que ce que nous, on juge comme étant une responsabilité personnelle, et qu'on a tendance à donner beaucoup d'importance à cette responsabilité personnelle, et on exerce cette responsabilité personnelle. Beaucoup de gens n'ont même pas idée que ça existe. Beaucoup de gens n'ont même pas idée que c'est quelque chose qui est de l'ordre du... en fait, ils peuvent toucher du doigt ces choses-là. Ils ne sont pas exposés à ces choses-là. Ils ne voient pas que c'est possible. Ils ne voient pas que d'autres idées peuvent être concevables, et donc vont avoir tendance, tu vois, naturellement à bloquer avec une partie de leur cerveau. Non, mais en fait, tout ce qui va à l'encontre du message mainstream, c'est faux, parce que le message mainstream, je lui fais confiance. Parce que ça m'a servi jusqu'à maintenant. Si tu penses qu'encore aujourd'hui, si tu penses qu'aujourd'hui que la parole de BFM, de CNews, du Monde ou de que sais-je, fait foi, il y a un vrai problème. C'est tout. Si t'as pas encore compris qu'aujourd'hui que la plupart des médias mainstream sont détenus par tous les plus grands milliardaires de France, et que ces milliardaires de France ont un intérêt dans leur prise de position et dans la ligne éditoriale qu'ils imposent à ces médias-là, si tu comprends pas ça, et je veux dire, faut pas être sorti de l'ENA pour comprendre ça. Il faut juste avoir un minimum de jugeote, c'est de comprendre que tous les médias aujourd'hui, la ligne éditoriale de ces médias, qui sont censés être indépendants, autoproclamés, leur parole est totalement biaisée. Et donc, ça ne fait plus d'eux des médias indépendants, mais des médias dont la parole est totalement biaisée. Et donc, aujourd'hui, si tu veux avoir... Aujourd'hui, plus qu'avant, le libre arbitre et la capacité
d'analyse et de prise d'information est d'autant plus importante, tu vois. Le fait de s'informer par soi-même, d'aller vérifier ses sources, de s'informer auprès de plusieurs sources est d'autant plus importante aujourd'hui, en comprenant que la plupart des médias aujourd'hui qu'on consomme sont biaisés, littéralement, tu vois. Et je suis 100% aligné là-dessus, à titre personnel. Et je considère que notre responsabilité, pas nous à titre individuel, mais je pense que la responsabilité de ces médias-là est de transmettre ce message-là, de pouvoir véhiculer davantage d'ouverture d'esprit, de pouvoir véhiculer des idées nouvelles. Mais ils ne vont pas le faire naturellement. Ils ne vont pas le faire naturellement. Et je pense que c'est aussi l'importance de tous ces médias alternatifs, de toutes ces prises de position. Et je pense que ce podcast-là en fait partie, comme tant d'autres. Bien évidemment, sur le marché francophone, on est un petit peu occulte à ce qui se passe sur le marché anglophone, parce que forcément, il y a la barrière de la langue, qui est totalement logique. Quand on regarde le marché anglophone, il y a un peu plus d'ouverture d'esprit. Tu vois, il y a des gens qui questionnent le système qui sont beaucoup plus mainstream. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché francophone, on manque de ça. On manque de personnes qui ont vraiment beaucoup de cachet, qui ont beaucoup d'autorité, qui ont beaucoup de posture, qui sont respectés dans leur milieu et qui questionnent et on les écoute. Aujourd'hui, ça manque beaucoup sur le marché francophone. Il y a beaucoup de nouveaux médias mainstream, on peut citer Brut, on peut citer Combini, qui suivent globalement la ligne éditoriale de TF1, BFM, mais ça, etc. c'est des médias qui ont une prise de parti. C'est pas des médias neutres, c'est pas des médias indépendants, on le voit. Ils ont une prise de parti, mais ils ont pignon sur rue. Ça veut dire que le nombre de millions de vues qu'ils font, oui, ces médias font des millions de vues, oui, et c'est réel. Ils ont une prise de parti Ils ont une prise de parti, ils suivent la ligne éditoriale de TF1, de BFM et de tous ces médias-là, mais ils ont pignon sur rue. Et les médias indépendants, et je vais dire un truc, sur le marché francophone, j'ai tendance à voir beaucoup de médias un peu indépendants, un peu alternatifs, etc., qui ont tendance à être trop extrêmes, qui ont tendance à être trop sur le complotisme, etc. Alors, le complotisme, tu vois, Idriss Aberkan en parlait encore, toutes les personnes qui questionnaient le C-19, etc., étaient considérées comme des complotistes, toutes les personnes qui questionnaient le fait que le C-19 sorte d'un laboratoire, etc., étaient considérées comme des complotistes, etc. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, quand ta prise de position, quand ta prise de parole est considérée comme complotiste, forcément, il y a une partie de la population, il y a une partie des gens qui regardent les médias mainstream qui vont totalement occulter ton message, qui vont considérer ce message est inaudible, ce message ne vaut même pas la peine d'être écouté, ne vaut même pas la peine que je leur donne une seconde d'attention, parce que de toute façon, c'est complotiste, c'est mauvais, c'est le diable, tu vois. Et je pense que il faut aujourd'hui, dans l'espace médiatique francophone, en tout cas, un peu plus de mesures, des gens qui font ce pont entre les médias mainstream qui véhiculent une certaine idéologie, qui véhiculent un certain message, et de les amener gentiment à une certaine ouverture d'esprit, sans pour autant rentrer dans la résistance, sans pour autant rentrer dans une logique de je vais défoncer les médias mainstream parce que on sait que c'est mauvais, parce que notre capacité à voir les choses dit que c'est mauvais. Et je suis totalement d'accord, enfin, je ne suis absolument pas l'idéologie de TF1, de BFM, etc. Mais je considère que pour gagner et pour rallier des troupes au sein de ces auditeurs-là, avoir un discours trop à l'opposé ne va pas les aider ou ne va pas nous aider à rallier ces personnes-là à notre cause. Et la réalité, c'est que pour exercer notre liberté individuelle, pour véhiculer davantage ce message-là sur la liberté individuelle, il faut être un peu plus mesuré. Il faut être un peu plus sexy, il faut inviter à l'ouverture d'esprit plus qu'à la résistance. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes aujourd'hui, tu vois, nous on kiffe des gens comme Papacito, comme Julien Rochdy, comme... Tu vois, il y a plein de gens comme ça sur le YouTube francophone, comme le Raptor, etc., qui parlent de choses extrêmement intéressantes et qu'on suit à 100%. Néanmoins, ils invitent beaucoup trop à la résistance. Et n'invitent pas assez à l'ouverture d'esprit et à simplement ouvrir les yeux sur quelles sont les alternatives, quelles sont les possibilités qui sont à leur disposition. Ils ont des prises de position un peu trop radicales. Et donc, au lieu de rassembler, ils divisent plus que ce qui rassemble. Ça, je suis d'accord avec toi.
Maintenant, très bien. Bah, écoute, c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait aussi ce genre de podcast et qu'on discute ouvertement de nos idées. Je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, les gens, à travers nos discussions, ça crée des insights, des ouvertures d'esprit. Je pense que c'est quelque chose de positif. Et que la radicalité n'est pas bon parce que justement, ça crée un biais négatif d'entrée et ça n'invite pas au questionnement et à l'ouverture d'esprit. Donc je suis d'accord avec ça. Je pense que l'essentiel à retenir, c'est de pouvoir ouvrir son esprit, de pouvoir motiver, engager un maximum de personnes à ouvrir leur esprit à des idées nouvelles, qu'elles soient un peu à l'opposé de ce qu'on pense. Tu vois, on cherche pas à contrecarrer un système en place, etc. Parce que je pense que c'est un peu idéaliste. Non, mais si. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, et depuis le début que je suis une personne visible sur l'internet, je m'efforce à faire comprendre aux gens que il n'est plus c'est pas une option, mais c'est une nécessité aujourd'hui de développer une autonomie financière, une autonomie intellectuelle, émotionnelle sur le monde qui nous entoure. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, et pour boucler la boucle sur le sujet peut-être un petit peu politique ou sociétal, c'est de faire comprendre aux gens qu'on doit compter uniquement sur nous-mêmes et sur personne d'autre pour changer notre situation. Parce que personne ne fera le travail à notre place. Et qu'aujourd'hui, avec tous les outils qui nous entourent, Internet, les cryptos, l'opportunité du digital, de l'investissement, il en va de notre responsabilité et de notre liberté de s'intéresser à ces choses-là et de s'informer, d'apprendre, de se former et d'en tirer profit pour nos intérêts personnels. Parce qu'il en va de notre liberté individuelle. Et c'est une nécessité pour moi aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on travaille ensemble au service de cette vision-là, que à travers The Investor, à travers toutes les différentes sociétés qu'on gère aujourd'hui, que ce soit The Investor, Exacou, notre fonds d'investissement, la vision commune, quelle est-elle ? Elle est de proposer aux gens une alternative au système, de leur permettre de générer des compléments de revenus, voire carrément une liberté financière totale, de leur proposer une alternative au système. Ça, c'est notre mission aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se lève tôt le matin et on travaille comme des dingues. C'est que ça nous tient à cœur de proposer cette alternative aux gens. Et donc moi, j'ai pas de problème à l'idée de dire qu'aujourd'hui, je me missionne et je suis missionné aujourd'hui pour proposer aux gens une alternative à ce que leur propose le système, tu vois. Parce que la réalité, c'est que ce qu'on propose aux gens, c'est le résultat de ce qui nous a nous-mêmes permis de changer notre vie. Que ce soit l'opportunité du digital ou de l'investissement à haut rendement. Totalement. On l'a expérimenté, on a obtenu du résultat et c'est notre devoir aujourd'hui de retransmettre, de partager cette information au plus grand nombre. Totalement. C'est notre mission d'aujourd'hui. Donc bien sûr que moi je prends parti vis-à-vis de ça et je le revendique. Bien évidemment. Et moi là-dessus, encore une fois, moi je suis totalement aligné parce que c'est cette vision-là qui m'a permis à titre personnel de m'émanciper, etc. Maintenant, voilà. Moi, je pense au plus grand nombre, aux personnes qui ne sont pas exposées. Et ça peut paraître paradoxal, mais je vais penser aux personnes qui n'ont peut-être jamais l'opportunité de regarder ce contenu-là. Que finalement, ces personnes-là, elles vont avoir besoin d'un pont, elles vont avoir besoin d'un intermédiaire qui va leur permettre tout simplement d'accepter, d'ouvrir leur esprit, d'ouvrir leurs idées à des idées un petit peu alternatives, etc. Et ça va prendre plus de temps. Ça va prendre plus de temps parce que, et je vais dire sincèrement, tu vois, aux États-Unis, et je regarde un peu, voire même beaucoup, tu vois, de contenu issus d'outre-mer, où finalement, tu regardes, il y a des médias comme CNN qui sont très positionnés sur le parti démocrate et d'autres partis comme Fox News qui sont très positionnés sur le parti républicain. Et donc, finalement, ces deux médias mainstream qui sont regardés par des millions de personnes aux États-Unis permettent un petit peu de contrebalancer ces choses-là. En France,
ou en francophonie, tu vois, et je regarde en Suisse en Suisse, tu vois, il y a globalement la RTS et puis très peu d'autres médias indépendants, etc. Mais globalement, la RTS, c'est beaucoup tourné vers une idéologie politique en particulier. En fait, tu regardes les médias mainstream en France, en francophonie en général, c'est très tourné vers une seule et unique idéologie. Et donc, parce qu'il n'y a personne pour questionner ça, parce qu'il n'y a aucun média pour ouvrir l'esprit de la population globale, ça rend notre mission plus difficile, ça rend la mission de beaucoup de personnes qui veulent être un petit peu dans une mentalité dissidente, qui veulent être dans une mentalité un petit peu indépendante. Ce message-là a plus de difficultés à passer. Et bien évidemment qu'il en va de notre responsabilité de pouvoir émanciper un maximum de personnes de par le discours qu'on prône, de par les programmes qu'on peut mettre à disposition de toutes ces personnes-là. Et la réalité, c'est qu'on l'a vu à travers Univestor, à travers tous les programmes qu'on a pu mettre en place, ce sont principalement des personnes qui dépassent l'âge de 35 ans, ce qui est une réelle fierté, en réalité, que des personnes qui ont toujours eu une certaine façon de penser, ont pu, à un moment donné dans leur vie, avoir une idée, une étincelle nouvelle de pouvoir s'émanciper, et se sont dit, putain, mais c'est possible. Et nous, c'est le message qu'on prône, c'est que c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. On n'a jamais eu autant d'opportunités qu'auparavant de s'émanciper financièrement, et que finalement, la première étape pour regagner sa liberté, c'est l'émancipation financière. La deuxième étape, c'est finalement l'émancipation médiatique. La réalité, c'est que si aujourd'hui on est en capacité de faire ce podcast et qu'on est en capacité de pouvoir prôner ce message-là, c'est parce que financièrement, on est en capacité de le faire. Et qu'on est en capacité de pouvoir investir dans du matériel, on est en capacité de prendre notre temps personnel pour véhiculer ce message-là, et donc on peut, tu vois, le diffuser à plus grande échelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne devraient uniquement se focaliser que sur leur liberté financière, et en réalité, c'est la meilleure action qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes, c'est de se libérer et de se dépatauger même de leurs responsabilités actuelles qui sont liées au système. On est totalement d'accord là-dessus. Néanmoins, ça reste un message qui n'est pas assez prôné, qui n'est pas assez véhiculé, qui n'est pas assez commun encore aujourd'hui. Oui, il n'est pas assez commun, mais regarde, l'exercice qu'on est en train de faire ce soir va dans cette direction-là. Donc, au final, pas assez, il faut le faire. Bien évidemment. Et on le fait, et c'est très bien. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce que tu disais vis-à-vis de notre mission, moi, c'est vrai que ce dont je suis le plus fier, c'est que si on prend 100% de nos clients, on a 80% de nos clients qui ont plus de 80% qui ont plus de 30 ans, et l'autre qui ont la vingtaine, tu vois. Mais ce que je trouve admirable et respectable, et j'ai envie de remercier sincèrement cette catégorie de personnes, c'est que, eh bien, à partir de 30 ans, je veux dire, on a la majorité de nos clients qui ont entre 30 et 65 ans. Ces gens-là ont cette capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit, sont capables de remettre en question des schémas préétablis qu'ils ont construits, tu vois, sur la vie, sur le schéma professionnel, le schéma de l'investissement, etc. Ils sont capables de remettre en question ça et d'investir en eux au sein, par exemple, de nos programmes, ou même consommer de l'information sur YouTube, sur l'investissement, et à 40, 50 ans, de vouloir aller chercher cette liberté financière malgré le fait qu'ils ont des antécédents professionnels, qu'ils ont construit leur vie. Mais à travers nous, à travers notre message, à travers nos programmes, eh bien, ils y voient une lumière, ils y voient un chemin, une ouverture, et ils saisissent cette ouverture pour aller chercher leurs ambitions. Et moi, ça me fait plaisir, parce que un jeune de 18-20 ans, c'est facile, entre guillemets, de saisir la chance, parce qu'on est jeune, tu vois, on n'a pas trop vécu, on a la fougue et tout, donc c'est assez facile de foncer. Mais une personne de 40-50 ans qui a vécu, qui a eu des expériences négatives, positives, qui a construit sa vie, etc., mais c'est plus difficile. Mais mine de rien, la majorité des gens qu'on attire, ce sont cette catégorie-là, et moi, ça me fait plaisir. Tu vois, parce que je me dis que c'est pas perdu, tu vois, c'est pas perdu. Et qu'il y a des gens de 30, 40, 50 ans qui ont encore cette ouverture, cette dalle, cette volonté,
et qui sont prêts à sortir de leur zone de confort. Et ça, pour moi, tu vois, c'est un accomplissement et c'est un vrai plaisir, tu vois. Et c'est sur ça, les amis, qu'on va terminer. Je te remercie en tout cas de cette conversation. Je pense que ça a pu être vraiment une conversation assez intéressante et j'espère que vous, de votre côté, vous avez vraiment eu l'opportunité de prendre en considération une partie des choses qu'on a pu dire, etc. Et de pourquoi pas les mettre en application. Vous pouvez nous retrouver, en tout cas, sur tous les réseaux, etc. Enfin voilà, on est assez public en tout cas sur tout ce qui est fait, ce qui est mis en place. En tout cas, j'espère que ça a pu vous plaire et je te laisse le mot de la fin, même si. Mais écoutez les amis, voilà, c'était une discussion intime dans l'appart avec Joao. Ça fait 1 mois qu'on vit ensemble. On profite de ces moments le soir pour allumer la caméra et discuter et de mettre sur la table certains sujets, certains désaccords, certaines zones d'accord aussi, hein, on va pas se mentir. Et ben en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas en tout cas à réagir en commentaire, peut-être en désaccord ou en accord sur certains sujets qu'on a pu aborder. C'est un plaisir et surtout, sachez une chose, c'est que je réponds et je répondrai personnellement aux commentaires sous cette vidéo et dans toutes les vidéos d'ailleurs. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et c'était un plaisir en tout cas. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Ouais. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est très important. Et d'activer la cloche pour être averti en temps réel des prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Ciao.